10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à notre programme matinal le 10h midi, la matinale éducative de Télé-École, une matinale qui booste votre journée en une dose énorme de culture générale pour préparer au mieux la jeunesse de demain, car oui, le premier besoin d'un peuple est l'éducation. Pour aujourd'hui, nous aurons 3 rubriques à développer avec des invités de marque. Comme première rubrique pour les amoureux de la terre, nous aurons agriculture, terre fertile, main verte. Ainsi, nous aurons aussi une rubrique technologique pour vous plonger dans le monde des technologies de l'information et de la communication. Et ainsi, nous aurons une rubrique mode et beauté pour des routines en soins capillaires et corporels, ainsi que de conseils en mode. Donc, pour nos invités, nous aurons comme premier invité Omar Diaye, qui est entrepreneur et fondateur de l'entreprise Beba Empire, ainsi diplômé aussi en agronomie. Et nous aurons aussi comme un autre invité dans la rubrique Tech, Amadou Lamine Diaye, qui est le cofondateur de Maro Compagnie, entrepreneur social et aussi diplômé en génie logiciel. Et comme dernier invité, nous aurons bien évidemment une femme, Mamba Kedia, qui est fondatrice de la marque Suis Voilée et aussi diplômée en génie logiciel. Alors, le démarrage des rubriques, c'est tout de suite après la note musicale. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors, pour les amoureux de la terre, nous allions aujourd'hui parler d'un thème intéressant pour la rubrique agriculture. Nous allions notamment parler de l'agroécologie au Sénégal et nous allions souhaiter la bienvenue à notre invité Omar Diaye. Bonjour. Bonjour Mbayenglou. Et merci d'avoir accepté notre invitation à rappeler que nous allions parler de l'agroécologie au Sénégal et que Omar est un entrepreneur et aussi un agronome de formation. Il est le fondateur de l'entreprise Beba Empire et aussi de l'entreprise Pabes Sénégal. Alors Omar, qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui à dire pour l'agroécologie au Sénégal? Nous avions eu à voir que suite à la Covid-19 et aussi récemment en juin 2022, le président Macky Sall est allé voir son homologue Vladimir Poutine pour lui demander en qualité de représentant de l'Union africaine de pouvoir faire une petite entrave pour pouvoir permettre au peuple africain et particulièrement au Sénégal de pouvoir bénéficier du blé. À rappeler que le continent africain bénéficie de 40% du blé de la Russie et que c'était à un moment où nous en avions besoin et alors de voir carrément que l'agriculture a une place très importante et que les élèves et étudiants qui nous suivent devraient aussi se tourner vers ce domaine. Qu'est-ce que vous aviez à nous dire concernant l'agriculture au Sénégal? Merci beaucoup Mbayenglou pour cette belle intervention et aussi cette invitation d'aujourd'hui. C'est un plaisir. Et quand on parlera aujourd'hui sur l'aspect de l'agriculture, on voit carrément que c'est un thème qui est actuellement en vigueur, que beaucoup de personnes, d'organisations, beaucoup d'acteurs sont en train de vulgariser. Et comme vous l'avez dit, malheureusement, nous avons attendu qu'il y ait une catastrophe pour comprendre qu'en réalité, nous avions besoin de l'agriculture. Maintenant, dans le domaine de l'agriculture, il y a plusieurs domaines, plusieurs branches, plusieurs informations et plusieurs pratiques agricoles. Et ce qui nous intéresse le plus est ce qu'on peut se nourrir nous-mêmes au Sénégal ou bien en Afrique à travers l'agriculture. Donc, c'est un thème hyper important qu'il fallait plutôt développer, mais malheureusement, on est un peu en retard sur ce domaine. Mais je pense que c'est le moment, c'est le temps de beaucoup plus se pencher sur cette activité agricole afin de mieux comprendre comment notre économie doit fonctionner et aussi comment avoir notre souveraineté sur l'aspect de l'agriculture. Maintenant, concernant le sujet, particulièrement, on va parler d'agroécologie. Donc, beaucoup de personnes parlent d'agriculture, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas l'agroécologie. Et aujourd'hui, on va bien développer sur cet aspect et qui sera un élément primordial, intéressant, et je dirais qui est l'avenir de l'agriculture dans le monde entier. Tout à fait. Alors, vu que vous êtes agronome de formation, si on pouvait avoir juste un éclaircissement sur les concepts agriculture, agroécologie, ou même un aperçu des types d'agriculture, ça nous aidera beaucoup. Effectivement. Donc, quand on parle d'agriculture, c'est l'aspect de cultiver la terre, c'est-à-dire de cultiver des plantes sur
des objectifs alimentaires, c'est l'activité aussi de l'élevage. Effectivement, l'élevage fait partie de l'agriculture. Donc, tout ce qui peut nous permettre de produire de l'alimentation fait partie des concepts de l'agriculture. Maintenant, l'agriculture est un élément hyper large. Cependant, l'agroécologie est aussi une partie de l'agriculture. En quelque sorte, ça fait partie des pratiques agricoles qu'il faudrait adopter. Donc, sur le type d'agriculture, on a l'agriculture conventionnelle, que nous connaissons nous tous. C'est l'agriculture qui fait bien sûr intervenir beaucoup de produits chimiques, beaucoup de pesticides, d'herbicides, d'engrais, beaucoup de boosts de croissance, beaucoup de croissance génétique, etc. Donc, ça aussi, c'est des types d'agriculture qui ne sont pas vraiment intéressantes et aussi qui nuisent véritablement à l'aspect concernant la terre, à l'aspect concernant le climat, parce qu'on est aussi dans une génération où on parle de changement climatique. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de causes sur cet aspect du changement climatique et l'agriculture conventionnelle en est une. Donc, ce qui veut dire que jadis, au début, il n'y avait pas l'intervention des produits chimiques, des pesticides qui était un avènement sur l'aspect de l'industrialisation avec les industries, etc., dans les années 1900, etc. Donc, on faisait de l'agriculture naturelle, on faisait de l'agroécologie. Disons même jusqu'à certaines étapes, on disait qu'on faisait de l'agriculture biologique parce que tout était naturel. On prenait soin de notre environnement, de notre écologie de façon générale. Maintenant, avec l'industrialisation, on a constaté que cet aspect n'est plus en vigueur et il y a beaucoup de problèmes concernant maintenant les conséquences sur les produits chimiques qui ont été utilisés, les produits génétiquement modifiés, etc. Donc, c'est pour ça que beaucoup de penseurs, et même naturellement, le monde commence à carrément perdre ses valeurs, le monde commence à perdre sa naturalité, etc. Donc, ce qui veut dire qu'on fait encore intervenir, bien sûr, l'aspect de cultiver la terre avec l'agroécologie qu'on va définir très bientôt. D'accord. Alors, vous aviez parlé de pesticides, d'herbicides et autres, et aussi d'industrialisation des aliments qui fait en sorte que les aliments ne sont plus naturels et peuvent même être un danger pour la santé de l'homme. Alors, l'agroécologie, on dirait qu'elle est un petit peu particulière. Est-ce qu'elle utilise tous ces engrais chimiques? Est-ce que c'est naturel? Et est-ce que elle peut être mieux pour la santé de l'homme par rapport aux autres types d'agriculture? Voilà. Donc, pour répondre à cette question, il y a un concept global qui regroupe carrément ces détails, parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, on parle aussi est-ce qu'on peut se nourrir nous-mêmes, et on dit que bon, carrément pour se nourrir nous-mêmes, il faudrait l'intervention des produits chimiques, il faudrait que l'industrie puisse intervenir sur la souveraineté alimentaire. Et d'autre part aussi, on va parler d'agroécologie. Comme vous l'avez dit aussi, l'agroécologie est un concept de pratique agricole qui ne fait pas intervenir carrément des produits chimiques, carrément des produits génétiquement modifiés, carrément des engrais, mais c'est une agriculture, comme on l'a dit, agroécologie, donc qui fait intervenir l'écologie, l'environnement, le développement durable, le respect de la nature, le respect de la biodiversité, des sols, la gestion de l'eau, le respect de la terre, etc. Donc, c'est une agriculture carrément qui respecte la nature et qui permet à l'homme, qui permet aux animaux, aux êtres vivants de bien vivre en harmonie et de ne pas avoir des conséquences négatives sur la consommation des produits agricoles, particulièrement des produits agroalimentaires. Donc, de façon générale, c'est ça l'agroécologie sur le concept. Ok, donc nous comprenons que l'agroécologie est apparemment la meilleure des types d'agriculture qui sont à avoir et que c'est vraiment à promouvoir. Et Feu Thomas Sankara, si on voit bien son programme, avait incité les Africains à pratiquer l'agroécologie. Malheureusement, il n'est plus là, mais heureusement que nous sommes en train de reprendre cela. Maintenant, si nous pouvions savoir comment est-ce que l'agroécologie au Sénégal pourrait contribuer à la promotion du développement durable et de répondre aux besoins du marché tout en respectant bien sûr les normes. Sur l'aspect de l'agriculture maintenant au Sénégal, le mal est très profond. Pourquoi le mal est profond? Considérons que tout ce que nous mangeons actuellement, la plupart, plus de 60% des produits agricoles que nous mangeons viennent de ce qu'on appelle de l'agriculture de subsistance. Donc, disons qu'il y a 3 types d'agriculture au Sénégal. Il y a l'agriculture de subsistance, pratiquement pratiquée par nos parents du village, donc dans les villages et tout. Il y a aussi l'agriculture pluviale, c'est-à-dire que bon, chaque année, sur la saison des pluies au Sénégal, c'est ce qu'on connaît,
gars yi dañuy dem bayi quoi, comme on dit, mbay, céréales, etc. Donc aspect maraîcher aussi, il y a aussi l'agriculture irriguée. Donc ñu koy constater surtout sur la zone du nord, zone sud, etc. Parce qu'il y a beaucoup de fleuves au Sénégal qui traversent carrément de bout en bout le Sénégal. Donc il y a pratiquement ces trois types d'agriculture qui sont les plus pratiqués au Sénégal, pluviale, irriguée et aussi agriculture de subsistance. Maintenant, quand on parle d'agroécologie, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le mal est très profond? Parce qu'on a eu à faire des études approfondies sur les pratiques agricoles au village. Vous voyez, par exemple, une famille qui exploite des terres depuis 1960, qui exploite les mêmes terres depuis 1960. Et bien sûr, avec l'industrialisation des produits chimiques, depuis 1960, ils sont en train d'utiliser des produits chimiques. Donc, de façon très générale, l'aspect est très complexe. Pourquoi c'est très complexe? Donc, on va essayer d'un peu faire une analyse. C'est-à-dire, depuis 1960, toi, tu fais une campagne agricole pendant une année. Vers 1961, par exemple, tu utilises des produits chimiques. Par exemple, tu utilises 100 kilos de produits chimiques pour avoir une production, par exemple, 1 tonne. Disons, on dit n'importe quoi, on pourra avoir 1 tonne. L'année prochaine, la terre va plus en demander parce que les produits chimiques que vous avez injectés sur la terre sont des produits chimiques, pas naturels. Donc, ils vont détruire la biodiversité, détruire la puissance de la terre, détruire la fertilité de la terre. Ce qui veut dire que la prochaine année, au lieu de encore intervenir 100 kilos, vous serez obligé d'intervenir, par exemple, 150 parce que la terre n'a plus sa force de production. Et ça, ce sont des problèmes, bien sûr, qui font baisser la production agricole au Sénégal. Et ce qui veut dire qu'il y a plus de consommation sur les produits chimiques et plus de consommation sur les engrais et les pesticides parce que notre terre n'a plus la possibilité, la capacité de produire elle-même. Donc ça, c'est un souci. Et comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 1960, des villages, des familles entières utilisent la même terre jusqu'à 2024. Donc cette terre n'a plus la possibilité de vivre. Ce sont des terres mortes. Et c'est ce qu'on commence à rencontrer au Sénégal. On a presque plus de 3 millions d'hectares de terres arables au Sénégal. C'est carrément une quantité colossale. Et on considère que 50 à 60% simplement sont cultivés et surtout simplement sur les périodes pluviales. Donc on commence à détruire nos terres avec l'agriculture conventionnelle. Et c'est pour ça que l'agroécologie intervient. Parce que si ces pratiques agricoles, ces villages, ces parents de nos villages pratiquaient carrément l'agroécologie, il aurait chaque année des terres beaucoup plus fortes, beaucoup plus fertiles, avec une biodiversité beaucoup plus grande et aussi des produits beaucoup plus naturels. Donc, je dirais que c'est un concept d'accompagnement qui se pose au Sénégal, mais je pense que sur le sujet, on va beaucoup développer sur cet aspect. D'accord. Alors, vu que le mal est profond et que apparemment ceux qui pratiquent l'agriculture ne sont pas informés, est-ce qu'il y a des programmes ou des ONG qui accompagnent ces gens à le faire? Est-ce que l'État a mis en place de petits accompagnements pour informer et sensibiliser bien sûr ces paysans? Effectivement, parce que disons que c'est un terme qu'on connaît tous, mais qui est devenu maintenant tendance, parce qu'il y a le problème, tout le monde a constaté le problème. On parle de changement climatique, on parle, comment dirais-je, de produits chimiques conventionnels, etc. Et bien sûr, l'État a mis en place plusieurs programmes. Et naturellement même, on parle de développement durable ou bien on parle d'écologie. Si vous voyez bien, sur tous les nouveaux éléments de programmes qui sont en train d'être mis en place sur l'aspect étatique, sur l'aspect mondial, il y a le concept de l'écologie qui intervient dedans. Donc, c'est devenu primordial, disons. Donc, effectivement, et aussi même, sur les organisations qui sont en train d'accompagner ces producteurs, on va parler aussi un peu d'agriculture biologique. Parce que on ne peut pas aussi parler d'agroécologie sans pour autant parler d'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est quoi? C'est une agriculture qui, catégoriquement, ne fait pas intervenir de produits chimiques. L'agroécologie, lui, il peut tolérer, c'est-à-dire il peut tolérer une petite consommation raisonnée des produits chimiques, mais l'agriculture biologique ne fait pas intervenir des produits chimiques, des pesticides, ni des produits génétiquement modifiés. Maintenant, pour tendre vers cette agriculture biologique, il faudrait faire ce qu'on appelle la transition agricole. Parce que bon, le mal est déjà là, on fait de l'agriculture conventionnelle. Maintenant, il faut tendre vers de nouvelles types d'agriculture comme l'agroécologie, l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée, l'agriculture durable, etc. Ça sont des termes un peu scientifiques, etc. Maintenant, pour tendre vers ça, il y a pas mal d'organisations. Il y a par exemple la Fédération nationale de l'agriculture biologique au Sénégal, comme la FENAP, qui est une organisation qui fait bien sûr accompagner des producteurs vers leur transition agricole vers l'agriculture biologique, etc. Il y a aussi les nouveaux types de programmes comme les programmes agricoles, il y a ANIDA et les autres types de programmes qui soutiennent fortement les aspects des projets concernant l'agroécologie, concernant l'agriculture biologique, etc. D'accord.
Alors, nous allons retenir déjà qu'il y a 3 types d'agriculture ici au Sénégal. Mhm. Il y a l'agriculture de subsistance qui est faite par nos parents, l'agriculture pluviale et l'agriculture irriguée, mais qu'avec la malutilisation des engrais chimiques et je dirais même l'exagération avec cette utilisation, ça fait que les terres sont mortes. Mais quand ces terres sont mortes, moi je me rappelle qu'au primaire, en histoire, quand on apprenait, on nous disait que nos grands-parents utilisaient la jachère, autrement dit le fait de faire reposer la terre une année et que l'année suivante, ils puissent reprendre la récolte. Est-ce que cette méthode n'était pas assez efficace ou faut-il forcément faire la transition vers l'agroécologie? Le problème que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que tout est une question de proportion. Je l'ai dit tout à l'heure. Plus que tu consommes des produits chimiques, plus que vos terres vont commencer à perdre en puissance. Et plus que ça perd en puissance, plus que votre niveau de consommation sur des produits industriels va augmenter, et plus aussi votre niveau de production va baisser. Donc, ce qui veut dire que tout est en relation. L'agriculture, c'est un système. Maintenant, ça, ce sont des pratiques agroécologiques ou bien des pratiques d'agriculture biologique, etc. Si la personne ne peut pas totalement éliminer les produits chimiques, il peut appliquer ces méthodes dont vous venez de souligner. Il y a la jachère, comme vous l'avez dit, qui est une méthode qui consiste à faire reposer la terre. Il y a aussi la rotation culturelle. La rotation culturelle, c'est quoi? C'est-à-dire vous allez diviser votre zone de production en parcelles, des zones parcellaires, et chaque année, vous allez cultiver une partie des zones. Et l'année prochaine, vous allez essayer de reposer ces parties-là. Ou bien, dans le cadre de la rotation, vous allez changer les types de cultures. Par exemple, cette année-ci, vous faites du maïs. L'autre année, vous faites des produits qui vont beaucoup plus développer l'azote, comme des produits de niébé, etc. Donc, ça, ce sont des méthodes pour beaucoup plus donner la possibilité à la terre de beaucoup plus se ressaisir, de beaucoup plus encore réadopter des produits, ou bien de la biodiversité puisse revenir, sa fertilité, etc. Et aussi, certains types de cultures sont complémentaires. Par exemple, il y a des cultures qui font intervenir l'azote, qui font capter l'azote sur le sol, parce que l'azote, naturellement, c'est un produit qui est volatile, qui est dans l'air, alors que les plantes ont fortement besoin d'azote pour leur croissance. Donc, il y a des types d'agriculture, mais des types de cultures qui font intervenir, retenir l'azote au niveau du sol et qui vont permettre au sol d'avoir sa fertilité, de se développer et de permettre aux autres cultures, comme le maïs, etc., de beaucoup plus pousser. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'innombrables types d'agriculture qui pourront, ou des types de pratiques que les agriculteurs peuvent faire intervenir directement. Il y a aussi l'agriculture intégrée, il y a aussi l'aspect du parcage, il y a aussi l'aspect qui va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de regrouper ces animaux dans ces champs et tout ça, pour beaucoup plus augmenter la fertilité. En tout cas, je conseille vivement à ces producteurs d'adopter ces nouvelles méthodes, ou bien pas des nouvelles méthodes, même ça existait depuis, mais de beaucoup plus les réadopter sur leur gestion de culture, ou bien sur les pratiques agricoles. Bien. Mais tout à l'heure, vous aviez parlé d'agriculture biologique et quand on voit la tendance, il y a beaucoup de gens, quand ils vendent des fruits, des légumes et autres, ils mettent toujours que c'est bio, c'est bio, c'est bio. Apparemment, je ne sais pas si l'agroécologique, bon, tout à l'heure, vous aviez dit que l'agroécologique, elle, au moins, elle tolère les produits chimiques, mais l'agriculture biologique, en fait, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que les gens mettent tout le temps sur leurs aliments que c'est bio? Je ne sais pas si c'est pour avoir une assurance ou pour rassurer les potentiels acheteurs. Bon, sur ce cas de figure, mes amis entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le domaine de la cosmétique ou bien de l'agroalimentaire qui vendent des produits alimentaires, ont tendance à dire que c'est bio, c'est bio, c'est bio. Là, il y a un problème énorme qui se pose. C'est très dangereux de mettre sur ces produits agricoles, c'est bio, ou bien sur ces produits agroalimentaires, c'est bio. S'il y a des personnes qui le font, je leur déconseille vivement de l'enlever. Parce que l'agriculture biologique, un produit est bio, non pas parce que ces pratiques sont bio, mais parce que vous avez reçu une certification biologique. Donc, pour que vous puissiez avoir la possibilité de mettre sur votre étiquette que votre produit est bio, c'est parce que d'abord, il y a une organisation ou bien, je sais pas, une institution qui vous a autorisé que votre produit est un produit qui est bio. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous allez mettre sur votre étiquette que votre produit est bio. Maintenant, comment cela va se passer? C'est-à-dire, vous pouvez faire l'agroécologie, l'agriculture durable, naturelle. OK, il n'y a pas de souci. Ça ne demande pas vraiment l'intervention d'une organisation pour vous certifier que vous faites de l'agroécologie. Donc, vous pouvez mettre sur votre étiquette agroécologie, naturelle, etc. Donc là, on peut tolérer. Mais pour mettre de l'agriculture biologique, il faudrait que vous entamiez ce qu'on appelle des procédures de certification. Et là, c'est toute une chaîne, toute une question à se poser, toute une procédure à respecter, allant de A à Z sur comment vous faites vos pratiques,
comment vous faites vos cultures, comment vous gérez votre champ, comment vous gérez même vos employés, comment vous gérez vos processus de production. Donc, c'est à partir de cette cursus, de cette procédure de gestion de culture, c'est là que ces institutions compétentes vont s'appuyer pour vous autoriser que vous êtes en train de faire de l'agriculture biologique et vont décréter ce qu'on appelle une certification à partir des labels, comme il y a en France particulièrement ou bien en Europe. Il y a le label AB que tout le monde connaît, qu'on met dans les supermarchés agriculture biologique. Il y a aussi d'autres types d'institutions, d'autres types de programmes qui peuvent Écossaire aussi. Écossaire, il y en a en Afrique de l'Ouest, etc., partout dans le monde, qui vont autoriser que vous faites de l'agriculture biologique. Donc, pour toute personne qui se dit que je fais de l'agriculture biologique, assurez-vous d'avoir cette certification. Et cette certification, c'est un ensemble de processus que vous allez entamer. Ce sont des procédures, en quelque sorte, pour obtenir votre certification bio et enfin, avoir la possibilité de mettre sur votre étiquette que c'est un produit bio. Alors, je pense que c'est très clair pour les entrepreneurs et ceux qui mènent des activités dans lesquelles ils étiquettent bio. À présent, il ne faudra plus faire la confusion ou de même faire confondre les gens. Donc, c'est à vous de faire des dépenses, ce que vous ne vouliez pas certainement entendre, pour avoir cette certification. Mais Omar, malgré les efforts sur le riz, la bonne santé du maraîchage, on voit que l'agriculture sénégalaise reste pénalisée par les difficultés d'accès à crédit et que ça peut parfois décourager. Est-ce qu'il y a aussi des programmes de financement pour aider ces jeunes, ces entrepreneurs qui sont dans les activités agricoles et qui voudraient avoir de meilleurs rendements? Là aussi, je vais employer toujours le mot que le mal est profond, parce que bon, l'État a mis en place pas mal de mécanismes, pas mal de mécanismes pour soutenir l'agriculture. Mais je pense que c'est un problème peut-être d'accès à l'information, ou bien c'est un problème de procédure, ou bien etc. Donc, en tout cas, les responsabilités sont partagées d'abord parce que bon, disons par exemple, il y a Anida par exemple qui peut vous accompagner. Si vous avez un champ agricole, vous avez un projet, il vous accompagne peut-être sur l'aspect de la clôture, peut-être sur l'aspect d'avoir de l'eau avec des forages, peut-être de l'électricité, etc. Il y a d'autres organisations qui peuvent vous accompagner sur l'aspect de la matière, des semences, etc., de l'engrais. Donc, il y a aussi des subventions qui se font, etc. Mais quand même, l'autre problème aussi qui se pose, c'est que, bon, c'est pas très, je sais pas, bon, je ne vais pas dénigrer un peu, mais il y a totalement un problème d'accès et de suivi au Sénégal. Le suivi, c'est quoi? Les programmes de financement, il y a la DER FONGIP qui vont financer, mais aussi l'État a mis en place des programmes d'accompagnement. Donc, il y a des programmes qui accompagnent, il y a d'autres programmes qui financent. Mais malheureusement, le problème en est que certains vont recevoir beaucoup de financement, investir pleinement sur l'aspect de l'agriculture, mais n'auront pas suffisamment de suivi ou bien suffisamment de compétences pour pouvoir mieux développer leurs activités agricoles. Mais en tout cas, les politiques agricoles au Sénégal, c'est assez compliqué parce que chaque année, il y a les agriculteurs qui se plaignent, etc. Et je pense que c'est une question à approfondir, à beaucoup plus étudier, pour beaucoup plus même donner vie au concept agricole, pourquoi pas même une assemblée agricole au Sénégal, parce qu'il nous en faut, parce qu'on va atteindre la souveraineté alimentaire. Donc c'est une question hyper importante, donc que tout le monde doit réfléchir pour pouvoir trouver des solutions sur ça. En tout cas, c'est très nécessaire et ça aidera beaucoup au Sénégal de pouvoir être autosuffisant en alimentation. Mais tout à l'heure, dans votre présentation, j'ai su que vous êtes le fondateur de PABES Sénégal, qui est apparemment une entreprise agricole. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous répondiez aux besoins du marché. Donc, puisqu'on parle particulièrement d'agriculture, ou bien qu'on parle particulièrement, je parle d'agriculture, je parle d'agroécologie, je parle d'agriculture biologique. Donc forcément, quelles sont les initiatives qu'on a eu à mettre en place? Donc PABES Sénégal, c'est une entreprise qui signifie promotion de l'agriculture biologique et écologique pour l'employabilité au Sénégal. Donc nous, on est carrément dans la transition, dans les technologies de la transition agricole, dans les technologies de la transition agroécologique. Qu'est-ce que nous faisons? Notre mission, c'est-à-dire, on accompagne des producteurs, c'est-à-dire, on accompagne des entrepreneurs, ceux qui veulent faire de l'agro-business, on accompagne des acteurs dans le domaine agricole à faire la transition agroécologique avec des mécanismes comme quoi? Comme les types de pratiques qu'ils peuvent appliquer, des suivis, des conseils. On fait de l'assistance professionnelle. On permet aussi aux acteurs de l'agriculture de se donner des projets, de rédiger leur business plan agricole, parce que c'est leur business plan agricole qui vont leur permettre de pouvoir approcher des institutions de financement, etc. On fait aussi des formations sur le domaine de l'agro-business, de l'agroécologie, de mettre en place ces concepts agricoles, etc., etc. Donc, de façon générale, et aussi c'est un conglomérat
Ce qui fait la particularité de PABES, c'est un conglomérat d'agronomes. Il n'y a que des spécialistes sur le domaine de l'agriculture, surtout biologie et écologie, qui sont au niveau de PABES Sénégal et qui sont en train de faire un travail extraordinaire au Sénégal sur l'aspect des transitions agroécologiques. En tout cas, félicitations parce que nous voyons qu'à part de pouvoir répondre aux besoins du marché, vous faites en sorte que la jeunesse soit formée, surtout dans l'agriculture qui est vraiment un domaine porteur. Alors, une autre question pour que nos très chers téléspectateurs puissent s'imprégner de l'agroécologie. Alors, Omar, quelles sont selon vous les étapes clés pour réussir dans l'agrobusiness, dans l'agriculture, dans l'agroécologie? Comment faire au Sénégal pour démarrer efficacement son entreprise agricole? Ok, donc il y a aussi un terme qu'on entend souvent. On dit agriculture, etc. On dit aussi agrobusiness. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par l'agrobusiness, qui est aussi en vogue actuellement. L'agrobusiness, comme son nom l'indique, c'est l'agriculture et le business, c'est-à-dire l'entrepreneuriat agricole. C'est-à-dire que toutes les personnes ont la possibilité de faire de l'agriculture à travers l'agrobusiness. C'est quoi? C'est-à-dire que, d'abord, pour se lancer dans le domaine de l'agrobusiness, pertinemment, il faudrait que vous ayez certaines compétences, naturellement. Donc, les compétences, c'est quoi? D'abord, il y a des aspects sur les compétences en agriculture, bien des compétences techniques sur l'aspect de l'agronomie. Il y a aussi des compétences sur l'aspect de l'entrepreneuriat. Des compétences sur l'aspect de l'agronomie, c'est quoi? C'est-à-dire, au moins, il faudrait comprendre quelles sont les bases pratiques de l'agriculture. Comment faire la pratique agricole, etc. Deuxièmement, il faut comprendre comment mettre en place soit son projet agricole, soit sa ferme agricole, son champ, etc. Les études préalables, les préambules que vous devrez tenir en compte, etc. Et il y a aussi l'aspect concernant les entretiens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre la foule, je veux me lancer en agriculture, automatiquement, ils vont acheter des hectares et des hectares, investir beaucoup d'argent, semences par-ci, par-là, et ils vont investir dans la terre sans pour autant comprendre quels sont les préalables à prendre en compte, etc. Et malheureusement, beaucoup de personnes sur ces aspects vont subir des échecs parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'entretien. L'entretien, c'est quoi? C'est de pouvoir entretenir ces cultures à travers, naturellement, la fertilisation, parce que ce sont des êtres vivants. C'est-à-dire, ce sont des êtres vivants, ils ont besoin de se nourrir. Donc, il y a la fertilisation qui intervient. Ça aussi, c'est une pratique à part. Il y a aussi l'irrigation qui intervient, la gestion de l'eau, comment irriguer, parce que aussi ils doivent boire. Il y a aussi l'aspect des traitements, parce que aussi les plantes tombent malades. Donc ça aussi sont des compétences nécessaires, je dirais, sur l'aspect des techniques agricoles que vous devrez, si même c'est pas maîtrisé, l'essentiel, vous devrez avoir ces compétences de base ou bien même trouver des personnes qui peuvent vous accompagner sur cet aspect. Ça, c'est un. L'autre aspect, c'est concernant l'entrepreneuriat. Parce qu'au Sénégal, malheureusement, surtout dans la production maraîchère horticole, c'est pas ce qui manque au Sénégal. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est l'aspect de la commercialisation. C'est l'aspect de l'industrialisation des produits agricoles. C'est l'aspect de l'intervention, particulièrement de l'agroalimentaire qui est en faible utilisation au pays. Donc, il y a beaucoup de productions agricoles qui se font au Sénégal, mais l'enjeu principal, c'est la transformation, c'est la conservation et c'est la commercialisation. Donc, bien sûr, quand on parle d'agrobusiness, il faudrait que la personne soit un businessman, soit un entrepreneur. Il devrait savoir comment gérer une entreprise, comment étudier un marché, comment proposer de la valeur ajoutée, comment miser sur son produit pour avoir beaucoup plus de valeur face à ses concurrents, comment faire intervenir des marchés, faire le commerce de son produit, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des aspects de préalable que celui qui veut se lancer dans le domaine de l'agriculture doit forcément tenir en compte pour bien se lancer. Et aussi, autre chose, sur l'aspect de l'agriculture, il est important de démarrer petit. Parce que vous devez sentir la terre, comment la terre se comporte. Vous devez faire des études, vous devez analyser. Ça, ce sont des aspects hyper importants que les gens ne prennent pas en compte en réalité. Donc, démarrez petit, même si vous avez 10 hectares, 1 hectare, 500 mètres carrés, ne venez pas emblaver tout. Cela, ne venez pas cultiver tout. Démarrez avec 100 mètres carrés, démarrez avec 5000 mètres carrés, etc. Donc, au fur et à mesure de vos campagnes, vous allez comprendre comment la terre répond. Vous allez comprendre comment la terre réagit et en fonction de ça, vous allez beaucoup plus réajuster votre manière de faire et c'est au fur et à mesure que vous allez réussir votre projet agricole. Alors, l'agriculture demande beaucoup de dépenses. Voilà pourquoi il faut être patient et démarrer petit à petit, comme vous l'avez dit, et pouvoir aussi faire des observations sur le comportement de la terre et ne pas abuser avec les engrais chimiques. Alors, Omar, vous aviez à peu près fait un aperçu du sujet. Mais parlons un tout petit peu des forces et faiblesses de l'agriculture sénégalaise. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, les défis, les faiblesses, autrement dit, de l'agriculture, c'est la commercialisation, la conservation, l'écoulement. Donc, on voit durant les fêtes, par exemple, au Magal ou d'autres fêtes durant l'année, que les
les commerces, bon, je vais dire les agriculteurs ont du mal à écouler leur récolte, ce qui fait que parfois le prix d'achat, le prix de vente de leurs matières premières tend à baisser. Donc, quel conseil est-ce que vous pourriez donner pour la conservation, la commercialisation? Comment est-ce qu'ils vont faire pour écouler leurs marchandises et ne pas faire en sorte que les produits pourrissent? On a tous vu les phénomènes qui ont eu à se dérouler au Sénégal ces dernières années, où des producteurs sur l'aspect maraîcher, surtout la production d'oignons, qui ont produit énormément d'oignons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la suite? Ils ont creusé ils ont creusé pour maintenant, voilà, enterrer les oignons. Pourquoi? Il y avait un problème de conservation parce qu'il y avait carrément des mécanismes de conservation. Ceci n'allait pas se produire en quelque sorte. Il y a aussi des problèmes d'écoulement. Donc ça sont des aspects très négatifs qui engrainent vraiment le développement de l'agriculture au Sénégal. Maintenant, ce que je vais conseiller particulièrement, c'est que les producteurs aussi doivent faire des efforts. Faire des efforts, c'est quoi? C'est parce que la connaissance, elle est très importante, au fait. Quand vous faites une chose, il faudrait vous assurer et connaître les enjeux principaux, comprendre qu'est-ce qu'il vous faut réellement, comprendre quelles sont les compétences que vous devrez acquérir, comprendre qu'est-ce que vous devrez faire, les démarches que vous devrez faire. Mais particulièrement, les gens, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire? J'ai de la terre, je produis, maintenant je vais amener mes produits sur le marché et je vais attendre que les clients viennent pour acheter pour que je puisse avoir de la rentabilité. Alors que ça ne marche pas comme ça. En agriculture, réellement, il faudrait avoir la possibilité de vendre votre récolte avant même de semer votre première graine. C'est quoi? C'est de faire une très bonne étude de marché, de comprendre comment le marché fonctionne, de comprendre quelles sont les choses que les clients ont besoin. Parce que vous, par exemple, vous êtes une femme, vous avez tendance à aller sur le marché pour trouver des ravitaillements, etc. Forcément, par exemple, l'aspect de la tomate, il y a des variétés que tu préfères beaucoup plus que d'autres variétés. L'aspect du gombo, du piment, etc. Donc, si moi, je suis agriculteur, je produis une variété que les gens ne veulent pas, si ma mère va au marché et voit que cette variété ne correspond pas, il n'a jamais acheté cette variété, il ne va pas l'acheter. Donc, il va dire, ah, bon, gombo amul, wala ki amul, etc. Parce que nous variété bobo. Donc, marché bu nek ak variété bu muy demander, l'autre étude de marché mo koy waral. Il y a aussi deux autres concepts globaux qu'il faudrait comprendre en agriculture. C'est l'aspect de la périodicité et l'aspect de la variabilité. La périodicité, c'est quoi? C'est quand est-ce que ces produits sont disponibles à telle période. Et à telle période, comment la variation des prix, comment la variation des qualités, comment la variation, etc., de la quantité se fait en fonction de ces périodes. Donc, l'année, c'est 12 mois. Donc, si vous devez faire l'agriculture continue en une année ou bien agriculture pluviale, sur ces 12 mois, vous devez avoir ce qu'on appelle un tableau de calendrier culturel ou bien un tableau d'études de marché qui vous dit que de janvier à décembre, janvier, c'est ça le comportement du marché. Sur tel produit, c'est ça le comportement du marché, la quantité, qualité, prix, etc. De janvier à décembre. Donc, si vous avez ce tableau de bord en face de vous, avant de produire, vous allez beaucoup plus comprendre que moi, par exemple, si je produis du gombo, variété Clemson, par exemple, qui va faire 2 mois de production pour commencer à produire. Donc, si je commence à janvier, février, mars, je dois commencer à commercialiser mes produits de gombo. Donc, je dois comprendre quel est le comportement du marché au niveau de mars. Le marché est concentré où, les prix seront à combien, etc. Et là, il faut descendre sur le terrain ou bien recueillir des informations pour le savoir. Si tu as ces informations, tu peux commencer à produire parce que tu es sûr qu'à cette période, tu vas vendre à tel prix et tu vas être rentable. L'autre chose, c'est faire intervenir les enjeux de l'agroalimentaire. On parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, mais en réalité, on parle beaucoup d'agriculture, mais l'enjeu principal, c'est l'agroalimentaire. Tu peux produire énormément, mais si tu n'as pas la possibilité de transformer cette production, avoir de la valeur ajoutée et pouvoir les conserver, donc pour avoir sa sécurité alimentaire, c'est tout à fait un problème. Donc les agriculteurs doivent aussi développer de petites industries agroalimentaires à côté. C'est pas compliqué. Vous faites une formation de 3 jours, vous allez savoir comment transformer des produits agricoles comme la tomate, les autres produits maraîchers, etc. Donc ça, c'est hyper simple. Vous voyez, les produits agroalimentaires, la formation est totalement accessible maintenant au Sénégal. Même si vous ne faites pas ça, trouvez des gens qui le font, des industries, vous êtes en collaboration avec eux. Tout ce que vous allez produire, eux, ils vont le transformer. Et si vous transformez, vous allez avoir la possibilité, certains produits même peuvent aller jusqu'à 1 année de conservation. Donc ça, ce sont des éléments importants qu'il faudrait prendre en compte pour pouvoir mieux subvenir à ces besoins et mieux régler les faiblesses de l'agriculture. Parce que quand tu vois que c'est ça tes faiblesses, il faut forcément catégoriquement trouver des solutions face à ces faiblesses. Donc, les enjeux, la conservation, la bonne étude de marché, l'agroalimentaire, les industries, la commercialisation, c'est ça qui pourra vraiment
permettre à l'agriculture de se développer au Sénégal. Donc, des préliminaires qui sont très, très, très importants. Vous aviez aussi parlé de calendrier péridural qui va beaucoup aider, je pense, les nouveaux agriculteurs qui veulent entrer dans ce marché, mais aussi les consommateurs ont tendance à se plaindre. Vous aviez tout à l'heure parlé de périodicité. Quelquefois, il y a de l'oignon, quelquefois, il n'y en a pas. Quelquefois, on manque de carottes, de poivrons. Et ce qu'on remarque avec les agriculteurs, c'est que il y a un moment où eux tous, ils sont en train de produire des oignons. Un moment, eux tous, ils produisent des tomates. Et au fait, là, on se dit qu'il y a un problème parce que si eux tous, ils le font, forcément, le prix de vente sera réduit et ça sera très difficile de l'écouler. Maintenant, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une idée à ce que ils se répartissent les récoltes? Si, par exemple, en cette période, il n'y aura pas d'oignons, qu'il y ait quand même un paysan, un agriculteur qui se porte volontaire pour pouvoir le faire ou aller vers la transformation, ou c'est parce que la terre se comporte de cette façon qu'il y a cette périodicité des aliments? Non, parce que l'agriculture, on est arrivé dans des technologies où tu peux produire n'importe où et n'importe quand. Donc, on est arrivé à cette nouvelle ère. Vous savez, ça, c'est une mauvaise gestion des politiques agricoles. Parce que quoi, les politiques agricoles, c'est-à-dire c'est eux qui vont réguler le niveau de consommation du marché, c'est eux aussi qui doivent réguler le niveau des prix et c'est eux qui doivent réguler le niveau de la production agricole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? C'est-à-dire qu'il y a certaines zones, certaines périodes, ils sont concentrés sur des productions. Imagine, des agriculteurs qui produisent de l'oignon, qui vont jusqu'à enterrer leur oignon et il y a toujours de l'importation qui se fait. Donc, c'est quoi le problème? C'est un problème de régulation. C'est un problème de gestion de l'équilibre, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui pose problème au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils devront faire, naturellement? Bon, il y a pas mal d'organisations, surtout l'aspect des coopératives. Par exemple, vous venez dans un village donné, c'est ce qu'on appelle l'autonomie agroécologique. L'autonomie, c'est quoi? Il y a les champs qui sont répartis au niveau du village. Maintenant, chaque partie, je connais, il y a même un de nos correspondants qui est au niveau de la zone de Kolda, qui travaille avec un ONG qui fait ça. Ils ont acheté beaucoup de terres, beaucoup d'hectares, et chaque famille ou bien chaque village va gérer une parcelle, par exemple. Et atteindre leur autonomie, c'est quoi? Si eux font du maraîchage, d'autres vont faire des produits céréaliers, d'autres vont faire, par exemple, de l'agroforesterie, etc. Et eux, ils vont combiner ça pour avoir leur subsistance en quelque sorte sur leur consommation, sur leur marché local, etc. Et c'est ce même phénomène qu'il faut développer au niveau national. Donc, comment répartir les productions? Et ça aussi, c'est sur l'aspect des dispatching, des semences, sur l'aspect des dispatching des moyens de production, etc. Donc, disons que ça va demander vraiment l'intervention de beaucoup d'experts, surtout dans le domaine de l'agriculture, etc. et beaucoup contrôler le marché agricole. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense qu'on a pu faire le tour de table autour de ce sujet, Omar. Alors, l'agriculture écologique ou l'agri-écologique, tout simplement, est une des pratiques de techniques agricoles à adopter. Certes, il y a l'agriculture biologique, mais n'oublions pas que ceux qui marquent bio sur leurs produits doivent avoir une certification. L'agroécologique, elle, le fait de manière naturelle, mais aussi n'exagère pas trop avec l'utilisation des engrais chimiques qui peut être un danger pour la santé. Alors, comme le dit l'adage, ventre plein, négro content. Et c'est l'adage qu'on dit en Afrique, à croire que les Africains ne se préoccupent que de ce qu'ils ingèrent dans leur bouche. En tout cas, Téléécole aussi s'en préoccupe et vous a amené Omar Dia qui a eu à nous présenter cette rubrique. Omar, avant de nous quitter, est-ce que vous aviez un mot à dire à notre chers téléspectateurs qui nous suivent? En tout cas, merci beaucoup de nous donner cette occasion de parler d'agroécologie, parce que c'est un concept qu'il faudrait beaucoup plus débattre sur les plateaux, parce que ce sont les nouvelles formes agricoles qui doivent forcément exister pour beaucoup plus rendre pérenne notre vivre sur l'aspect de la terre, sur l'aspect du Sénégal. Et malheureusement, ou bien heureusement encore, le Sénégal, bien en Afrique, n'est pas encore dans cette étape très, très avancée du changement climatique, comme ça se passe en Asie, Chine, États-Unis, etc. Donc, c'est le moment pour qu'on puisse se pencher sur ces questions. C'est le moment pour qu'on puisse prendre des initiatives dès le début et ne pas attendre jusqu'à ce que la barre soit totalement rouge, jusqu'à même virer en noir, pour qu'on puisse prendre des solutions. Et c'est ce qui s'est passé en Europe. Ils ont tellement fait de l'industrialisation que maintenant, ils savent que c'est un problème qu'il ne fallait pas faire depuis le début. Donc, je conseille aussi à tous les entrepreneurs qui vont se convertir ou qui vont se lancer dans l'agriculture de beaucoup plus développer leur projet agricole sur l'aspect de l'agroécologie. En tout cas, c'est la meilleure pratique
qui pourront leur permettre d'avoir de la durabilité, parce que les gains, ce n'est pas simplement pour une année, pour 2 ans. Tu dois avoir des gains pour 10 ans, pour 15 ans, pour à vie même, je dirais. Donc, à quoi bon de tuer sa terre si carrément on peut avoir la possibilité d'avoir une certaine durabilité. Donc, c'est ça que j'allais à dire, et je vous remercie, je remercie cette belle émission aussi. Et en passage aussi, je vais saluer mes chers collègues dont je représente ici avec PABES Sénégal. Donc, je les salue vivement et je les remercie sur leur engagement, sur leur travail, parce que aussi eux, ce sont, disons, les précurseurs, parce que nous faisons partie des premiers promotionnaires de spécialistes en agriculture biologique et écologique au Sénégal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à honorer et je leur félicite sur ça. Ils sont en train de faire un travail énorme sur le terrain au Sénégal. Merci beaucoup. Alors, nous vous encourageons beaucoup et sachez que ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Omar. Merci. Alors, juste avant de vous quitter, nous vous rappelons que juste après la pause, il y aura notre invité sur la rubrique Tech. Donc, ne nous quittez pas et restez sur la 106.1. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À vous rappeler que vous êtes toujours sur la 106.1 et à présent nous allons démarrer avec la rubrique Tech, mais Omar Diaye restera toujours avec nous pour pouvoir y participer. Alors, nous aurons comme invité Amadou Lamine Diaye, qui est diplômé en génie logiciel, certifié développeur full stack par l'Académie Rara, cofondateur de la start-up Maro Compagnie, entrepreneur social et responsable de la formation professionnelle à NTJ Nouveau Type de Jeunes, ambassadeur numérique à Cyber 221, également coach formateur en développement web à l'ISI. Monsieur Amadou Lamine, vous avez beaucoup de casquettes. Bonjour et bienvenue d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maya, merci à toi aussi pour l'invitation. Bon, on essaie de s'activer, comme tu l'as dit, voilà, de pas rester juste dans son domaine et voilà, d'essayer d'avoir plusieurs compétences. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allions parler de l'émergence du développement web au Sénégal. Omar Diaye également va y participer car aussi il est community manager et a des compétences en marketing digital. Alors, Lamine, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG, de structures qui sont en train de mettre en place des programmes allant de 1, 2, 3 mois, même des jours, en 2 jours, 3 jours, de mettre en place des programmes qui permettent aux jeunes de pouvoir se spécialiser en développement web. Et nous voulions savoir le pourquoi cette émergence soudaine. Qu'est-ce que vous pouviez nous en dire et aussi nous éclaircir sur le concept de développement web? D'accord. Donc, d'abord, pour faire une brève introduction de ce que c'est que le développement web. Donc, on dira que c'est tout le processus qui vous permet d'aboutir à un site web. Donc, vous allez faire la partie du codage, de l'implémentation, de la maintenance. Donc, vraiment, toutes les étapes que vous allez franchir pour avoir un site web. Maintenant, dans le domaine de l'informatique, il y a plusieurs branches. Maintenant, le pourquoi ces ONG-là se lancent plus dans le domaine du développement web, c'est que c'est un domaine qui est relativement accessible. Accessible dans la mesure où vous n'êtes pas obligé de faire de l'informatique pour forcément être développeur. Il y a 2 branches. Il y a ceux qui font des études de développement pur et dur, et là, ils seront vraiment avancés. Et il y a aussi les branches pour les intermédiaires, c'est-à-dire pour réserver ceux qui ne sont pas forcément, ou ceux qui n'ont pas forcément fait des études en informatique, pour que eux aussi, ils puissent créer leur propre site web. Et on remarque de plus en plus la jeunesse s'intéresse à ce domaine qui est le développement web, dans la mesure où on est dans un domaine qui est en perpétuelle évolution, et c'est plus attrait aux jeunes pour qu'ils puissent faire du développement web. Deuxième des choses, on remarque au Sénégal que de plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans leur business. Et qui dit business dit communication. Et tu ne peux pas aujourd'hui dire que tu veux communiquer sans un bon site internet. Bien évidemment, ça dépendra du niveau de communication que tu vas avoir. Tu peux bien sûr te limiter aux réseaux sociaux. Mais il y a un niveau que tu voudras atteindre, qu'on appelle le step-up, il faudra que tu aies un site web. Et pour cela, soit tu peux le faire toi-même, ce que je disais tout à l'heure, le niveau intermédiaire, ou bien recruter un développeur web. Et certaines formations ici au Sénégal peuvent être assez corsées au niveau des tarifs. Donc ces ONG-là viennent aider les jeunes à faire cette formation en développement web et pour la suite, soit intégrer une start-up ou une entreprise ou même créer ton propre business. Ce qui est le cas pour nous, tu l'as dit au niveau de l'introduction. Je suis cofondateur de l'entreprise Maro Compagnie. Moi et mon ami, nous sommes tous les deux diplômés en génie logiciel. Donc,
ayant obtenu notre diplôme, nous n'avons pas ressenti l'intérêt d'aller en entreprise. Nous avions toutes les compétences qui nous permettaient de créer réellement notre structure. Et c'est ce que nous avons fait. Et alhamdoulilah, nous nous en sortons bien jusque-là. En tout cas, félicitations. Alors, il ne nécessite pas de faire apparemment de longues études pour maîtriser le développement web ou autrement dit créer un site web. Voilà. Donc, est-ce que le développement web comporte d'autres parties à part la création de site web et aussi donc n'importe quel baccalauréat peut s'aventurer dans ce métier? D'accord. Donc, le développement web, c'est une chose qui peut se faire de deux façons. Soit vous allez apprendre les outils que l'on utilise nous quotidiennement, qu'on appelle les langages de programmation, parce que la machine a ces langages qu'elle comprend. Donc toi, tu dois pour créer ce web-là, tu dois apprendre ces langages-là pour pouvoir parler avec la machine et faire ce que tu veux. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il n'y a pas que les informaticiens qui veulent créer des sites web. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur, comme l'a dit Omania tout à l'heure, je viens de créer ma structure, par exemple, dans l'agriculture, je veux créer un site web. Je n'ai pas forcément tout le budget nécessaire pour recruter un développeur. Qu'est-ce que je fais? Je me forme pour savoir comment créer un site web et je le fais en 2-3 mois. Et ces outils-là qu'on va utiliser pour les non-informaticiens ou les non-initiés, c'est ce qu'on appelle les CMS, les Content Management Systems, ou bien les systèmes de gestion de contenu, qui sont des outils beaucoup plus faciles, beaucoup plus convivial pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les langages de programmation, les codes, tout ça là, pour que eux aussi ils puissent créer leur site web. Donc c'est ça concernant les deux parties du développement web. Ouais. D'accord. Alors il ne nécessite pas forcément d'avoir le bac S, autrement dit, pour refaire ce métier. Mais aussi, vous aviez eu à parler que les entreprises ont besoin de communication et que pour cela, il y aura le développement web qui sera là. Mm-hmm. Donc, quelle est l'utilité au fait pour l'entreprise? Comment est-ce qu'à travers son site, elle sera visible et pourra effectuer des ventes ou avoir de potentiels clients? Ok. Juste pour rebondir sur la question précédente, je n'ai peut-être pas répondu à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire le bac que vous devriez avoir. Bon, moi, ma promotion, par exemple, où je suis diplômé, il y avait toutes les filières concernant cette formation-là. Moi, je suis ressortissant du bac S, il y avait des bacs L, il y avait des bacs G. L'autre cofondateur de Maru Company, il a eu un bac L. Néanmoins, on a pu créer notre structure. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Le développement est fait pour tout le monde. Petit comme grand, informaticien comme non informaticien. Et juste la motivation, et vous verrez que c'est un domaine qui pourra faire le travail. Maintenant, concernant les entreprises, je pense que, comme je l'ai dit à l'introduction, avoir un site vous donne un autre niveau de communication. Aujourd'hui, si vous voulez parler en public beaucoup plus large, il vous faudra forcément, obligatoirement, avoir un site web. Récemment, j'ai vu, peut-être à un niveau moins aux entreprises, bon, je vais pas citer le nom, mais il y a un parti politique qui, rien que pour sa campagne, c'est créer un site web. Moi, c'est la première fois que je le vois au Sénégal. Je sais pas si dans l'histoire de la politique du Sénégal, il y a déjà eu un parti politique qui s'est créé un site juste pour sa communication. Mais j'ai vu cela juste pour vous dire que les gens, en pensant aux autres, créent automatiquement un site web. Maintenant, pour le trafic, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'être rémunéré en ayant un site web. Il y a ce qu'on appelle d'abord les liens affiliés. Je crée par exemple ma marque de vêtements. Mbayang est une influenceuse entrepreneuse. Je lui dis par exemple, sur chaque produit, je te fais une réduction de 10% ou de 20%. Ça, c'est une possibilité pour avoir du trafic et avoir des gains sur son site. Il est aussi possible d'intégrer des publicités via ce Google AdSense sur son site web. Donc, c'est avec des configurations très faciles. Vous pouvez intégrer des publicités et mensuellement, Google va vous rémunérer pour ces publicités-là. Vous pouvez aussi, si c'est un site e-commerce, voilà, gérer les taxes, gérer les expéditions, vendre des articles, avoir de la publicité. Donc, il y a vraiment plusieurs manières d'avoir de l'argent sur son site. Concernant le trafic, ça peut venir de deux façons. Soit vous allez rediriger les gens que vous avez sur vos réseaux sociaux sur le site web. Par exemple, mettre le lien de votre site sur vos réseaux sociaux. Ça permettra aux gens d'aller consulter votre site web. Et ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Le fait que les gens, rien qu'en cliquant sur votre lien et en allant consulter le site, Google sait que les gens sont intéressés par ça. Donc ça, c'est un trafic. Ou bien en le repartageant entre des sites. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir un site et je peux intégrer mon site, le lien de mon site dans ton site à toi. Si par exemple, on fait quasiment la même chose, les gens qui consultent ton site, par ricochet, consultent aussi en même temps mon site. Donc voilà, ça aussi, c'est une manière de récupérer du trafic sur son site. En tout
cas de bien collaborer. Exactement. Alors, je vais revenir à Omar pour qu'il puisse aussi contribuer à cette question. Je rappelle qu'Omar est le fondateur de Beba Empire, voilà, qui est une entreprise digitale. Alors, Omar, Amadou Lamine nous a parlé de l'utilité d'avoir un site web. Vous qui êtes entrepreneur et dans plusieurs entreprises, certainement vous en aviez beaucoup, certainement. Et alors, quelle est la nécessité vraiment de posséder un site web aujourd'hui? Merci beaucoup, Mbaye, pour cette question. Quand on parle particulièrement de technologie ou bien quand on parle de marketing digital, au Sénégal, on a tendance, quand on dit marketing digital, on va automatiquement penser aux réseaux sociaux, à Facebook, Instagram, etc. Alors que le marketing digital n'est pas simplement centré sur ça. Le marketing digital aussi a l'aspect du web marketing qui intervient, l'aspect des référencements SEO, SEA qui intervient, et ça particulièrement c'est adressé au site web. Vous savez, le challenge principal de ces sites, c'est une question de communication et de visibilité, on est d'accord. Et vous savez quel est le challenge principal des entreprises, des organisations dans le monde entier? C'est être au premier rang sur les moteurs de recherche. Ça veut dire que moi, par exemple, ok, tout à l'heure on était dans l'agriculture. Moi, je veux commander des produits agricoles. Si je vais sur Internet, je ne connais pas les entreprises. Qu'est-ce qui m'intéresse? Attends ton Google, je vais taper vente de produits agricoles au Sénégal ou bien à Dakar. Et qu'est-ce qui va apparaître? Ce sont des entreprises qui vont apparaître. Si vous voyez, il y a une entreprise qui apparaît en premier lieu, d'autres entreprises qui apparaissent en deuxième lieu, etc. C'est parce que ces entreprises ont des sites Internet. Donc, c'est eux qui vont beaucoup plus répondre à la demande sur toutes les personnes qui vont aller rechercher sur Google leurs besoins, leurs envies ou bien rechercher des services. Donc, il est hyper important en tant qu'entreprise, organisation, n'importe où, quelle structure, d'avoir un site web qui pourra vous permettre de mieux exposer vos services, avoir de la visibilité et de beaucoup plus contrecarrer toutes les personnes qui auront besoin de vos services à travers les moteurs de recherche. S'ils vont taper, ils vont automatiquement voir votre site web. Donc ça, c'est simplement une partie qui est hyper intéressante que tous les entrepreneurs, entreprises doivent même prendre en compte pour avoir des sites web. Cependant, comment l'avoir et par quelle manière l'utiliser, ça aussi, ce sont d'autres détails. D'accord. Alors, on comprend aussi que c'est une question de notoriété et aussi de crédibilité. Parce que les élèves étudiants qui font des recherches et partent sur Google et voient votre entreprise classée dans leur rubrique de recherche vont dire que ah, là, c'est une entreprise qui est sérieuse. Donc, ayez des sites web, vous, chers entrepreneurs. Alors, nous allons revenir à vous, Amadou Lamine. Tout à l'heure, vous avez parlé des langages de programmation. Donc, moi, j'ai eu à effectuer une formation chez Bakili, dans laquelle j'ai eu à faire une formation en développement web, création de site web avec WordPress pendant 3 jours. Donc, il y a différents langages de programmation. Il y a CSS, il y a JavaScript, il y a Python. Il y en a en tout cas énormément. Mais chaque langage de programmation a une fonction spécifique. Est-ce que dans le développement web, il y a une répartition spécifique de ce qui doit habiller, par exemple, le devant, le derrière? Est-ce que c'est réparti? Et si oui, si vous pouviez nous en parler. Ok, oui, effectivement, il y a une répartition au niveau des langages de programmation. Donc, comme tu l'as dit, lorsque tu démarres dans le cycle de développeur, on t'apprend d'abord le langage de balisage. Balisage ou comment faire la séparation de ton site web. Là, je vais mettre l'entête, là, je vais mettre des sections, là, je vais mettre le pied de page, là, je vais mettre des images, des vidéos, des animations, etc. Ça, c'est pour déjà préparer ton site au contenu qui y sera inséré. Et ce langage-là, c'est le HTML. Donc, tout développeur aujourd'hui apprend le HTML pour Hypertext Markup Language, en anglais, langage de balisage. Donc, une fois que tu as appris comment baliser ton site, ensuite, tu vas mettre du contenu avec du CSS. C'est le CSS qui permet de styliser ton site, qui le rend joli, qui fait qu'il y a des interactions et tout. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle des langages front-end. C'est quoi des langages front-end? C'est des langages qui vont permettre de manipuler ce que l'utilisateur va voir. Je tape aujourd'hui, disons, Jumia.sn. Tout ce que je vois, les articles, les couleurs, la police, les interactions et tout, que je puisse cliquer sur des boutons, tout ça. C'est des langages front-end qui le font. Des langages qui me permettent de manipuler ce que le client voit. Ensuite, il y a un troisième langage qui aussi est très utilisé à l'ère où nous sommes, c'est le JavaScript. Le JavaScript ajoute le fait que ça soit dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois un slider qui permet de défiler et tout, ou bien tu vois une vidéo qui part et revient, qui part et revient. Tout ce qui est interaction, c'est JavaScript qui le fait. Donc, ce qui fait que tu as 3 niveaux au niveau des langages. Tu as le langage de balisage qui permet de faire la séparation de ton site, qui est le HTML. Tu as le CSS qui permet d'ajouter du style, de la couleur à ton site. Et tu as le JavaScript qui permet d'ajouter de l'interaction au niveau du site.
que tu puisses aller vers telle page, revenir vers telle page. Non, j'ai ensuite ce genre d'interaction. Maintenant, quand on a parlé du front-end, c'est-à-dire ce que l'utilisateur voit, il y a ce qu'il ne voit pas derrière. Et souvent, quand j'explique à mes étudiants comment comprendre un site web, j'aime bien prendre l'exemple d'une maison. Je leur dis que, avant de créer une maison, vous avez d'abord le plan architectural. On vous dit comment sera votre maison. Toutes les places où tout sera, la cuisine, les chambres, les toilettes, etc. Donc, une fois que ceci est respecté, ensuite, les ingénieurs bâtiments vont venir, ou bien les ingénieurs en génie civil vont venir et commencer réellement la construction. Eux, c'est ce qu'on appelle les développeurs back-end. Ils construisent ce que le client ne va pas avoir, mais qui est indispensable pour qu'on ait une maison. Donc, ils vont venir mettre les fondements, mettre les poteaux, insérer la plomberie, insérer l'électricité, tout ça là, toutes ces choses-là que tu ne vois pas et qui sont bien présentes, c'est les langages back-end qui permettent de le faire. Et les langages back-end, principalement, on a celui qu'on appelle le PHP, pour Process Hyper Processing, qui permet de gérer tes articles, si on a un site e-commerce, avec ta base de données. C'est quoi une base de données? C'est tout simplement là où tu vas stocker toutes les informations de ton site. Si j'ai la possibilité de me connecter sur ton site, mon login et mon mot de passe, c'est-à-dire mon email et mon mot de passe seront stockés dans ta base de données. S'il y a des articles que toi tu listes au niveau de ton site internet, ces articles-là sont au niveau de ta base de données. Les tarifs sont au niveau de la base de données. Les photos au niveau de la base de données. Donc, tout ce qui est information se trouve au niveau de la base de données. Maintenant, pour que tu puisses afficher ces informations-là dans ton site, que l'utilisateur puisse les voir, il faudrait qu'il y ait un langage qui puisse aller les récupérer et venir les présenter. Donc ça, c'est les langages back-end qui permettent de le faire. Et back-end et front-end travaillent ensemble. Donc PHP, disons, va aller prendre tout ce qui est photo, article, t-shirt, jean, chaussures et tout. Il va venir et il va le donner au langage front-end. Donc il va le donner à HTML, CSS, JavaScript et le dire, prenez, voici ce que j'ai eu du back-end. Et eux, ils vont prendre, HTML va dire, ça va là, CSS va mettre le style et JavaScript va mettre l'interaction. Dire par exemple, cliquez ici pour acheter l'article. Donc en gros, c'est comme ça que fonctionne un site web. Voilà. Et je dirais que il y a des développeurs qui sont uniquement concentrés sur un domaine, c'est-à-dire ils sont des développeurs front-end. Il y a des développeurs back-end et il y a ce qu'on appelle des développeurs full stack. Les développeurs full stack, c'est des développeurs qui rassemblent les deux. Ceux qui sont front-end ne l'utilisent que les langages front-end, donc HTML, CSS, JavaScript, ils s'arrêtent là. Les développeurs back-end utilisent PHP ou d'autres technologies, Java, Python, etc., comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ceux qui sont full stack utilisent tout ensemble. Donc, si j'ai un projet, je peux le confier à deux développeurs, un front-end et un back-end pour qu'ils le gèrent, ou bien je cherche un développeur full stack. Donc, bien évidemment, le full stack sera beaucoup plus corsé en question de tarifs, mais c'est des profils qui existent. Donc, voilà. D'accord. Donc, entre les développeurs front-end, back-end, full stack, qu'est-ce que les entreprises emploient le plus? Bon, même si c'est évident que c'est le développeur full stack qui gagne carrément la mise, mais quels sont entre les trois ceux qui sont les plus employés dans le domaine du marché sénégalais? Dans le domaine du marché au Sénégal, on dirait que les développeurs back-end sont les plus utilisés. Dans la mesure où les développeurs full stack, c'est plus des développeurs back-end qui maîtrisent quelques notions du front-end. Si je prends mon exemple, je suis très à l'aise avec PHP, qui est un langage back-end. Mais si tu me donnes ton site, je suis aussi capable de le styliser. Donc, selon le profil que tu as besoin, je peux dire que je suis développeur back-end ou bien je suis développeur full stack. Souvent, l'inconvénient des développeurs full stack, c'est quoi? Il faut aussi savoir que dans le domaine du développement web, il y a ce qu'on appelle les intégrateurs web. Tout à l'heure, au niveau du plan de la maison, j'ai parlé de l'architecture. L'intégrateur web, c'est lui qui va faire l'architecture du site. Donc, il va dire, préparer la maquette tout simplement du site et dire que ton site va ressembler à ça. Et il va faire ce qu'on appelle de l'intégration web. L'intégration web, c'est quasiment du front-end. Donc, il va faire tout ce qui sera visible au niveau du client. Et ensuite, il suffira juste à faire le côté back-end du site. Donc, là, au Sénégal, on dirait qu'il y a plus de développeurs back-end, même si de plus en plus il y a du front, mais quand même, il y a plus de back-end. D'accord. Oui. Et on comprend aussi que la conception des sites que l'on veut avoir dépendent des développeurs, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de JavaScript, un langage de programmation qui permet l'interaction. Donc, pour celui qui veut un site de vente et celui qui veut, par exemple, un blog dans lequel il va seulement écrire et qui ne nécessitera pas forcément d'interaction avec le public, est-ce que c'est la même personne qui va avoir à le développer ou encore, est-ce que ce seront les mêmes langages de programmation qui seront utilisés? Est-ce que plusieurs langages pourront être utilisés en même temps, par exemple JavaScript et HTML, ou est-ce que ce sera un langage simple qui sera utilisé pour cette conception? Ok. Donc, d'abord, il y a, on va dire, deux types de sites.
il y a ce qu'on appelle les sites statiques et les sites dynamiques. Les sites statiques, c'est les sites, bon, ça c'était au début de l'informatique, c'était en 1991. Il n'y avait que du HTML et du CSS. Donc, tu balises ton site et tu mets du style. Ça s'arrête là. Donc, comme tu as dit avec les blogs, donc on s'arrêtait là. Maintenant, plus on avance dans la technologie, on se rend compte que l'humain qui consulte ton site a besoin d'interaction. Il faut que ça soit convivial, il faut que ça soit, on va dire, humain. Donc, on a ajouté le JavaScript. Donc, selon ce que tu as envie de faire, selon bien ce que le client veut, tu utiliseras du HTML, du CSS ou HTML, CSS avec du JavaScript. Donc, de toute façon, le HTML, il est obligatoire parce que c'est lui qui te permet de créer le site, de faire la balisage. Et ensuite, tu rajoutes du JavaScript. Maintenant, je vais ajouter une chose en disant qu'il y a ce qu'on appelle aussi les frameworks. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les langages de programmation qui vont te permettre de créer des sites web. Les frameworks viennent pour faciliter, on va dire, le codage. Donc, framework pour espace de travail, c'est des outils qu'on a déjà préfaits, qui sont déjà établis, tu viens et tu utilises. Si je veux par exemple créer un site e-commerce, Mbayang a déjà eu à créer un site e-commerce où elle a déjà créé par exemple la fonctionnalité qui me permet de lister des produits. Moi, en créant un site web, je n'ai pas besoin de recréer cette fonctionnalité-là qui me permet de lister des produits. En informatique, dès la première année, on vous dit qu'on ne recrée pas la roue. On ne recrée pas ce qui existe déjà. Tu prends, tu modifies ou bien tu prends et tu utilises. Donc, le fait que ces composants-là soient déjà disponibles, c'est au niveau des frameworks que tu l'as. Donc, tu prends les composants, tu les assembles, tu mets le style que tu veux, tu gères le back-end, la base de données, et c'est beaucoup plus facile à développer. En utilisant le langage programmation HTML, CSS, JavaScript, le projet peut te prendre 5 à 6 mois. Alors qu'avec un framework, 1 mois, 2 mois maximum, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de langages de programmation qui ont été cités. Donc, juste pour faire un résumé et pour que ceux qui nous suivent ne soient pas déconcentrés, pour les langages de programmation, si vous pouvez faire une liste les développeurs back-end, ceux qu'ils utilisent comme langage de programmation, front-end, full stack et aussi les indicateurs de web, je pense. Voilà, si vous pouviez par ordre faire un petit résumé et mettre les langages les langages de programmation qui seront utilisés. Ok, d'accord. Donc, on va dire que pour les langages front-end, on aura du CSS, on aura du JavaScript, et on peut s'arrêter là, pour le début, du HTML et du JavaScript, pour mettre du style. Maintenant, pour le back-end, tu utiliseras du PHP. Maintenant, pour le back-end, soit tu peux utiliser qu'un seul langage, ou bien mixer ça avec d'autres langages. Donc, tu utiliseras du PHP, du Java, du Python. Ça, c'est les langages. Maintenant, en quittant les langages et on vient au niveau des frameworks, les frameworks, il y a aussi des frameworks front-end, des frameworks back-end. Donc, pour les frameworks front-end, tu peux avoir du Bootstrap. C'est un framework. Bon, d'abord, il faut savoir que les frameworks se basent sur les langages de programmation. C'est-à-dire que chaque langage de programmation a ses frameworks. Chaque langage de programmation a ses ramifications qui lui permettent de créer un site très facilement. Donc, ceux qui ont créé CSS, on dit par exemple, s'il est compliqué d'utiliser CSS, on va créer un outil qui utilise CSS, mais de façon beaucoup plus facile. Donc, c'est comme ça qu'on va définir les frameworks. Donc, en CSS, on a les frameworks Bootstrap. Et en JavaScript, c'est là où il y a plusieurs types de frameworks. Quasiment 90% des frameworks front-end utilisent du JavaScript. Donc, tu diras du React, du Angular, du Vue.js, du Flutter. Tout ça, c'est des frameworks qui utilisent JavaScript plutôt. Donc, des frameworks front-end. Maintenant, pour les frameworks back-end, donc c'est le même concept. C'est des composants qui utilisent les langages de programmation pour faciliter le développement. Donc, pour PHP, tu auras du Laravel, tu auras du Symfony. Java, tu auras du J2E. Python, tu auras du Django. Donc, il y a énormément d'outils pour faire du développement soit front ou back. Maintenant, en maîtrisant deux outils, tu peux dire que tu es full stack. Par exemple, front-end, je prends un framework JavaScript. Je prends par exemple Angular. Angular, c'est un framework JavaScript qui facilite la création de sites interactifs. J'ai pris Angular comme front-end. Maintenant, il me faut une technologie pour gérer le back-end. Je prends par exemple une technologie de Java ou de PHP. Je dis par exemple, je vais prendre du Java. Donc, Angular plus Java, Angular qui est front-end, Java qui est back-end, font que je serai full stack. Donc, c'est comme ça que les développeurs gèrent les langages pour créer leur site. D'accord.
Donc, juste pour rappeler que les développeurs back-end, ce sont ceux qui utilisent, on va dire, configurent ce qui est derrière et ce que les consommateurs qui commandent, par exemple, dans les sites ne voient pas. Les développeurs front-end, ceux qui s'occupent de la couleur, du style, tout ce qui sera habillage. Et les développeurs full-stack, ceux qui maîtrisent un tout petit peu les deux. Alors, dans l'histoire de la technologie, on voit bien que l'Internet avant n'était pas distribué à tout le monde et que n'était utilisé que par les militaires. Est-ce que les militaires d'avant maîtrisaient le développement web? Est-ce que c'était eux-mêmes qui étaient en train de gérer cela pour garder les secrets d'État, vu qu'ils allaient en guerre et tout, et qu'ils étaient en fait les seuls à pouvoir utiliser Internet? Au tout début de l'informatique, on va dire que oui, dans la mesure où, lorsqu'ils ont commencé ces progrès technologiques-là, ils se sont rendus compte que ça pouvait profiter à l'armée. Bon, on va dire qu'on est dans une période assez rude, donc automatiquement, ils ont versé ça dans l'armée. Donc, ils ont commencé à... D'ailleurs, celui qui a créé le World Wide Web, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tapez un site, vous voyez 3W, le World Wide Web, Tim Berners, en 1989. Donc, ils ont donné ça à l'armée. Ils ont commencé à travailler dessus. Et ensuite, le fondateur de Microsoft, j'ai oublié son nom. Donc, bon, ça va me revenir. Le fondateur de Microsoft, ensuite, il a créé le premier, ce qu'on appelle système d'exploitation. C'est tout simplement ce qui te permet d'utiliser ta machine. Donc, le plus utilisé, c'est Windows. Quasiment 90% des ordinateurs ont déjà Windows d'installé. Donc, lorsqu'il a créé ce système d'exploitation-là, lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ils ont voulu l'acheter. Mais lui, il n'a pas voulu vendre ce système d'exploitation-là parce qu'il s'est dit que c'était une vraie source de rémunération pour lui. Il s'est dit, au lieu de vous vendre le produit et de rester, moi, de mon côté, avec rien, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que vous allez installer ce Windows-là sur une nouvelle machine, vous allez me payer. Donc, disons, s'il vendait le système, il avait 10 millions. On lui dit, par exemple, sur chaque installation, on va donner, par exemple, 100 000 francs. Ça fait, bien évidemment, beaucoup plus d'argent. Et c'est comme ça que l'informatique s'est démocratisée et que tout le monde a commencé à utiliser les ordinateurs. Et bien évidemment, au tout début, c'était de très grosses machines, de très grosses. Donc, il y avait que l'élite qui pouvait les utiliser. Maintenant, on a rendu ça beaucoup plus petit. Voilà, avec ce qu'on appelle des smartbooks, des ordinateurs très très fines qui peuvent aller quasiment même dans un poche. Voilà. Bien, alors merci beaucoup pour la minute histoire. Et aussi, comme on parle de technologie, est-ce que le développement web comporte des dangers pour ceux qui l'utilisent ou en disposent? Le développement web comporte des dangers, surtout par rapport à la sécurité des données. Parce que lorsque tu dois créer un site, tu te dois de faire attention à ce qu'on appelle la confidentialité. C'est-à-dire, je crée un site et Mbayang vient consulter mon site. Je dois dire à Mbayang que je suis en train d'utiliser tes données. Et la manière dont tu utilises tes données, je dois aussi te le communiquer. Ça, c'est au développeur de le faire. Sécuriser les données de Mbayang pour qu'il n'y ait que moi et Mbayang qui puissions consulter ces données-là, qu'il n'y ait pas de tiers et qu'ensuite je lui dise comment ces données-là sont exploitées. C'est un petit peu comme lorsque tu installes une application, on te montre la politique de confidentialité. On fait tout OK et on passe. Et malheureusement, on ne lit pas. Exactement. Et c'est eux qui le font exprès. C'est écrit en tout petit et c'est très volumineux. Long, oui. C'est difficile à lire. Mais il faut quand même informer l'utilisateur que tu es en train d'utiliser ces données. Ça, c'est une norme que la RGPD exige de dire à l'utilisateur que tu es en train d'utiliser ces données. Et il y a aussi ce qu'on appelle les cookies. Lorsque vous entrez dans le site, on vous dit accepter les cookies. On nous en sert à chaque fois. Exactement. On vous dit accepter les cookies ou gérer les cookies. On vous dit jamais supprimer les cookies. Parce que, bon, tous les cookies ne sont pas mauvais. Il y a des cookies qui permettent, par exemple, de gérer votre traçabilité. De savoir, par exemple, que vous aviez consulté tel article, que plus tard, vous aurez besoin d'un autre article. Donc, tous les cookies ne sont pas mauvais. Mais il y a des cookies qui récupèrent, par exemple, des informations dont tu n'as pas besoin. Si je veux acheter une montre sur ton site, est-ce que tu as besoin de savoir ce que j'ai mangé hier? Est-ce que tu as besoin de savoir où est-ce que je suis actuellement? Est-ce que tu as besoin de savoir l'horloge qui est sur ma machine? Est-ce que tu as besoin de savoir les applications que j'utilise quotidiennement? Tu n'en as pas besoin. Donc, tout ça, c'est des choses que le développeur doit dire à l'utilisateur lorsqu'il entre sur son site. Et bien évidemment, il y a ce qu'on appelle aussi le piratage. Lorsque tu crées ton site, d'abord, comme on dit, droit à l'image, ça existe sur les réseaux sociaux, mais ça existe aussi sur le net. Tu n'as pas le droit de prendre une image qui ne t'appartient pas, qui n'est pas libre de droit, et de l'intégrer au niveau de ton site. Ça, c'est interdit. Deuxièmement,
lorsque tu crées un site, tu te dois de la sécuriser. Il y a ce qu'on appelle les protocoles SSL. Lorsque vous entrez sur un site, vous voyez en premier HTTPS. Il y a deux protocoles, le HTTP et le HTTPS. Le HTTP, par défaut, il n'est pas sécurisé. Et c'est simple, la présence du S stipule que c'est sécurisé. Maintenant, la présence du S ne veut pas dire que c'est pas un site qui a été créé par un pirate. Parce que le fait que ça soit sécurisé, c'est juste un certificat qu'on te donne. Maintenant, c'est à toi de savoir quelles données tu es en train d'insérer au niveau de ce site-là. Et souvent, lorsqu'on nous envoie des liens, on se dit, s'il y a HTTP, s'il y a le S, c'est sécurisé. Non, s'il y a le S, il a le certificat qui prouve que c'est sécurisé. Mais ça ne va pas forcément dire que ce site-là est safe. D'accord. Alors, nous apprenons que même s'il y a HTTPS, ça ne veut pas dire que le site que vous consultez est sécurisé, mais juste qu'il a la certification. Donc, juste de faire attention aux données que nous insérons dans ces sites et aussi de lire les politiques de confidentialité. Mais quand vous êtes en train de parler tout à l'heure de piratage et autres, donc ces personnes qui prennent des données autres, donc ils pratiquent carrément du développement web. Ouais. Parce que d'habitude, au Sénégal, quand on dit que tu veux faire des études en piratage, je ne sais pas si c'est piratage ou cybersécurité, on te dit que les écoles se trouvent qu'au Maroc. Mais bon, à voir ce que vous avez expliqué, on voit carrément que c'est à partir du développement web que l'on peut recueillir les données d'autrui et les utiliser n'importe comment. En tout cas, merci pour les précisions. Il y a beaucoup de mots qui ont été prononcés, les langages de programmation, les trois types de développeurs, les développeurs back-end, les développeurs front-end et les développeurs full-stock. Voilà les différents types de sites, les sites dynamiques et les sites vitrines, n'est-ce pas? Statiques, voilà. Donc, les sites dynamiques qui sont pour les sites de vente, les sites statiques plutôt pour ceux qui veulent des blogs ou les journaux de presse en ligne. Et à présent, toujours dans le développement web, selon vous, quels sont les défis et opportunités du développement web ici au Sénégal? Donc, d'abord, je vais commencer par les défis. Donc, on va dire que c'est un marché en pleine expansion. Donc, tout le monde sait que les gens ont besoin de sites. Mais en même temps, c'est sans son inconvénient dans la mesure où tout le monde s'y lance. Et lorsque tout le monde s'y lance, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y aura du bon et on va dire qu'il y aura du moins bon. Il y aura ceux qui sauront carrément comment développer un site et il y aura ceux qui sauront, voilà, comment mélanger les langages de programmation. Au final, il faut donner un site, mais il y a ce qu'on appelle le SDLC, le Software Development Life Cycle, le cycle de vie du développement de site. Parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Donc, il y a d'abord l'analyse du besoin. Qu'est-ce que le client veut? Lorsque tu sais ce qu'il veut, tu vas passer à l'implémentation. L'implémentation, c'est coder carrément le site. Lorsque tu le codes, tu vas pas directement le déployer, tu vas faire des tests. Donc, tout ce qu'on a dit comme risque tout à l'heure, il faut faire des tests pour prévenir ces risques-là. Une fois que tu vas faire les tests, maintenant, tu le déploies pour que ça soit disponible sur Internet. Même quand, après le déploiement, tu vas faire ce qu'on appelle de la maintenance. Tous les jours ou tous les 2 jours, tu vas aller au niveau du site voir est-ce que tout est bon, est-ce qu'il n'y a pas de mises à jour à faire, est-ce qu'il n'y a pas de correctifs à apporter. Donc, c'est un vrai processus à avoir. Et souvent, je le dis, d'éviter d'être des codeurs. Codeur, c'est différent de développeur. Le codeur, c'est lui qui vient, qui code, et il s'arrête là. Et ça, c'est très mauvais. Il faut connaître l'avant, le pendant et l'après pour savoir comment adapter son code à tel type de site. Le développeur, lui, c'est lui qui gère tout le processus. Ou bien, si les langages de programmation, comme on a dit tout à l'heure, ils sont assez nombreux et demandent quand même du temps pour être maîtrisés carrément, vous pouvez adopter ce qu'on appelle les CMS, les Content Management System ou les systèmes de gestion de contenu, qui sont des outils qui vous permettent de créer des sites web de façon très rapide, très facilement, avec des modèles ou des templates. Donc, bien évidemment, le plus connu, c'est WordPress. Donc, quasiment 75% des CMS, des sites qui reposent sur CMS utilisent WordPress. Donc, c'est un CMS qui est très utilisé dans la mesure où il est fait non seulement pour les intermédiaires, pour nous les développeurs, mais aussi pour ceux qui ne sont pas initiés dans l'informatique. Il est carrément personnalisable. Vous pouvez créer tout type de site avec WordPress et vous verrez qu'il est très facile à prendre en main. Donc, vous pouvez adopter ces CMS-là. Il y a aussi Joomla qui est un CMS. Il y a PrestaShop qui est un CMS. Il y a Shopify qui est un CMS. Donc, il y a plusieurs ces outils-là qui vous permettent, via une interface graphique, vous ne verrez pas une ligne de code. Vous ne coderez rien. C'est via une interface graphique glissée. Wix aussi. Exactement, comme Wix, voilà. Donc, c'est via du drag and drop, comme on dit, glisser, déposer, que vous allez, au final, créer votre site. Donc, c'est vraiment open à tout le monde.
Ensuite, l'opportunité, c'est que c'est un marché où vous pouvez relativement, très facilement faire de l'argent. Moi, par exemple, dès ma deuxième année, j'ai commencé à créer des sites web. J'ai vu que beaucoup de mes amis commençaient à se lancer dans la vente en ligne. Je me dis, ok, c'est là où ils auront besoin d'un site. Moi, j'ai commencé avec WordPress. J'ai même pas commencé avec les langages de programmation. Ça allait prendre beaucoup de temps. Et je savais que les gens-là avaient besoin de sites. Donc, j'ai appris WordPress, je l'ai maîtrisé. J'ai fait 2 bootcamps sur WordPress pour vraiment le maîtriser de fond en comble. Et j'ai commencé à créer des sites. Et dès ma deuxième année, j'ai commencé, ma troisième année, c'est moi qui l'ai payé entièrement. J'ai demandé à mon père, à ma mère de se reposer. Voilà, là, on va, merci. Là, on va se lancer dans ce qu'on appelle le freelance. Donc, on va se prendre en charge nous-mêmes. Donc, voilà, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai commencé à payer mes frais de scolarité et tout. Et voilà, petit à petit, tu commences à comprendre comment fonctionne le monde et ça te forge en plus à entreprendre en quelque sorte. Et c'est comme ça que même Maru Company est venu. Deuxième des choses, c'est qu'on est dans un monde où on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Il y a 2 jours, j'ai entendu le président de Alibaba, Jack Ma, dire que les développeurs vont entre autres disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, l'IA va venir et va le faire à notre place. Et Jeff Bezos l'a répondu en lui disant, mais cette IA-là qui va créer des sites, qui va la contrôler pour qu'elle puisse créer des sites? C'est toujours les développeurs. L'IA a été créée par des développeurs. Parce qu'il n'y a pas que le développeur web. On verra peut-être plus tard, il y a des développeurs mobiles, des développeurs IA, des développeurs de sécurité. Donc, tout ce qui est créé de façon informatique a été fait par un développeur. Donc, il y aura peut-être une disparition du métier de développeur en tant que tel comme on le connaît, mais ce qu'on appelle, il y aura une réadaptation des développeurs. Et ça aussi, c'est un train que je vous demande de prendre dès maintenant, de vous mettre à l'intelligence artificielle, d'essayer de faire des recherches, pas forcément très poussées, mais au moins de vous y intéresser. Et vous verrez que c'est un domaine qui parle très bien aux développeurs. D'accord. Alors, merci beaucoup, Amadou Lamine. En tout cas, vous nous aviez servi avec aujourd'hui le thème de l'émergence du développement web et nous sommes très contents de vous avoir eu ici. Merci. Alors, une dernière question et cette fois-ci pour Omar Diaye. Pour vous, quel est l'enjeu du développement web ici au Sénégal, surtout pour les entreprises? Voilà, donc sur l'aspect du développement web, merci beaucoup aussi sur cette très belle intervention. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ça se voit que chaque spécialité a ses jargons, au fait, oui. Donc avec ses langages. Donc, disons que sur l'aspect du développement web, je vais rebondir particulièrement sur la question de l'IA, de l'intelligence artificielle. Vous savez, au Sénégal, le problème est que, bon, je ne vais pas dire en Afrique, mais au Sénégal particulièrement, on a eu à rencontrer beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et puisqu'on parle d'éducation, on parle d'étudiants, on parle d'entrepreneurs qui doivent avoir de la connaissance et des compétences. Le problème est que nous ne sommes pas très outillés sur l'aspect de l'informatique. Nous ne sommes pas très avancés sur l'aspect de l'informatique. Au moment où les autres pays occidentaux sont en train de migrer vers une nouvelle économie d'intelligence artificielle, nous ici, on a un problème de maîtriser la bureautique, de maîtriser Word, PowerPoint. Vous voyez, et ça, ce sont des facteurs ultra limitants que les entrepreneurs, parce que bon, c'est tout à fait un problème, on commence à vous apprendre l'informatique sur la première année de licence. Et ça, c'est tout à fait compliqué. Donc, les gens, ce qui se posent, c'est quoi? D'abord, il faudrait une maîtrise rapide parce que le monde est en train de s'adapter sur une nouvelle ère dont on ne parlera pas d'industrialisation. On n'est même plus en train de parler de numérisation. On est dans un autre concept ultra avancé, au fait. Vous voyez, et nous, on est toujours sur les bases et les b.a.-ba. Donc, il faudrait que ce secteur soit beaucoup plus développé et particulièrement, il faudrait que les personnes soient beaucoup plus orientées vers ça. Disons que ce sont des compétences de base, au fait. Comme si vous apprenez ABCD, comme si vous apprenez l'anglais, comme si vous apprenez autre chose basique, vous devrez aussi apprendre l'informatique parce que c'est cette nouvelle chose qui va diriger le monde. On aura tous besoin d'informatique partout. Ouais. Même nos parents actuellement même sont en train de s'adapter sur l'aspect de l'informatique, sont en train d'acheter des téléphones de nouvelles technologies, sont en train d'acheter des ordinateurs pour essayer de manipuler parce que même eux-mêmes, ils commencent à se rendre compte que le monde est en train d'avancer et de les laisser en arrière. Donc eux aussi, ils vont en train de s'adapter sur les nouvelles tendances. Donc carrément, je dirais que les jeunes, surtout les entrepreneurs, doivent beaucoup plus s'orienter sur cet aspect. Et aussi, bon, disons que les métiers du développement web,
bon, c'est très avancé au niveau planétaire, mais aussi c'est toujours en pleine expansion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau du Sénégal. Donc, vous pourrez saisir le train en marche, comme vous l'avez dit, beaucoup plus apporter de l'innovation et aussi permettre au Sénégal de beaucoup plus se réadapter sur cet écosystème mondial, sur l'aspect de l'informatique, sur l'aspect surtout de la digitalisation de façon globale. En tout cas, c'est très important et surtout le fait que les gens doivent se rendre compte, surtout nos parents, que la technologie est là et risque de les laisser en arrière. Merci beaucoup Omar pour votre contribution, mais avant de finir, tout à l'heure, je n'avais pas eu à présenter toute votre biographie. Donc, je rappelle que Omar Diaye, jeune entrepreneur, est responsable de la société Beba Empire, destination agricole, Logobourg, directeur de la communication au niveau du centre de Tchonyon Women Training Center, dans la formation et l'accompagnement sur les compétences en entrepreneuriat avec online coaching plateforme, fondateur de la marque de costumes africains Modawar Couture, de passage très beau costume dans l'industrie de l'agroalimentaire Sen Agroménage, CRDS de Merveille de la Casamance, dans l'artisanat avec Lyon Cuir, responsable de la communication Give One Project. En tout cas, vous l'aurez compris, Omar a beaucoup de casquettes, à part Pabes Sénégal et aussi Bourg Media Entertainment. Et aussi un très grand merci à Amadou Lamine. Franchement, juste vous demander votre mot de la fin avant de nous quitter quand même. Qu'est-ce que vous alliez donner comme conseil aux jeunes, surtout ceux qui veulent se lancer dans le développement web et qui ont peur, et en tout cas, un petit conseil, un petit mot avant de nous quitter. D'accord. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de l'avoir aussi partagé avec le grand entrepreneur aux multicasquettes. Donc, ce que je vais leur conseiller, c'est que c'est un domaine où on peut se faire d'abord, bon, on est au Sénégal, faut dire les termes, où on peut se faire beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et soit vous vous formez avec des écoles de formation qui sont là disponibles, vous avez aussi les académies de formation qui sont là disponibles, vous avez les cours qui sont disponibles sur YouTube, voilà, où vous pouvez ne rien payer. Vous pouvez trouver un mentor ou un coach pour qu'il vous coach pendant 2-3 mois. Et en plus, la formation est assez courte. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire 1, 2 ans, 3 ans de formation pour forcément être développeur. L'essentiel, c'est d'aimer ce que vous faites, de l'embrasser, de vous y consacrer pleinement et de faire de l'enseignement continu, c'est-à-dire de la formation continue. Ne pas juste apprendre un langage ou une technologie qui vous permet de créer un site web et de vous dire, OK, je m'arrête là, je vais faire. En 1 mois, 2 mois, la technologie va vous laisser en rade parce que c'est un domaine qui évolue très, très vite. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui sortent. Donc, il faut forcément faire de la formation continue et normalement, si vous vous mettez sur ces rails-là, tout sera bon. Donc, merci à vous et voilà. En tout cas, un grand merci aussi à vous. Alors, nous sommes à la fin de la rubrique Tech. Aujourd'hui, nous avions été servis dans le domaine du développement web avec Amadou Lamine Diaye, qui est, comme tout à l'heure, je l'ai dit, diplômé en génie logiciel, certifié développeur full stack, cofondateur de la startup Marou Compagnie, ainsi que coach formateur en développement web, allez-y, et ainsi que Omar Diaye. Alors, nous allons démarrer juste après la rubrique mode et beauté et laisser bien sûr le soin à Amadou Lamine de nous quitter. Mais Omar Diaye reste avec nous et nous allons bien sûr accueillir notre nouvelle invitée. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. La matinale éducative de Téléécole n'a pas encore fini de vous émerveiller avec ses rubriques. Le 10h midi, après la rubrique agriculture, la rubrique technologique. À présent, nous allons vous présenter la rubrique mode et beauté avec une jeune entrepreneur du nom de Mam Bakediaï. Elle est diplômée en licence génie logiciel, diplômée aussi en ingénierie des systèmes d'information, et grâce à ses compétences en informatique, elle a pu développer des solutions novatrices dans la conception, la production et la production des vêtements, ce qui a abouti à la mise en place de la marque Suis Voilée, sa marque à elle. Alors, bonjour Mam Baké. Bonjour Mayang. Et merci d'avoir accepté notre invitation. N'oublions pas que Omar Diaye est toujours avec nous. Alors aujourd'hui, nous allions parler d'un thème qui est très tendance. Nous allions parler de la révolution du hijab, un nouvel accoutrement. En passant d'une identité religieuse et culturelle à un accessoire, le port du voile, ou autrement dit le hijab, offre une nouvelle vision de la mode et en concourt plus d'un ici
en Afrique, partout dans le monde. Et aujourd'hui, Mambake va en parler avec nous. Alors, Mambake, comme première question, nous voulions savoir comment l'industrie de la mode a-t-elle répondu à la tendance croissante du hijab? Est-ce que cela a été une menace pour cette mode? Alors, pour ça, d'abord, il faut savoir que le hijab était plus adopté par les pays qui sont musulmans. Donc, on voyait que les femmes dans les pays musulmans qui portaient le hijab. Mais avec la modernité, récemment, on voit plus dans les pays occidentaux les gens qui adoptent d'autres types de styles, comme le modest fashion. Donc là, ça apporte un petit plus, c'est-à-dire que les gens maintenant, ils adoptent le fait de porter des habits un peu plus pas sexy du tout, un peu plus moderne, un peu plus modeste. Du coup, et là, on l'associe au hijab. Et maintenant, ça, cette évolution-là a pris un tournant du fait que même de grandes industries de la mode, ils ont même commencé à adopter ce style-là dans certaines de leurs collections. Voilà. Maintenant, ils commencent à sortir des collections où ils mettent du modest fashion. Et puis, ils mettent même des hijabs, des femmes qui sont voilées, ils le montrent dans leur collection. Et ça, je pense que c'est très bien pris parce que maintenant, les gens, ils normalisent en fait le fait de porter le hijab comparé à avant, ce qu'on voyait de façon très restreinte dans les pays musulmans. Maintenant, ça se mondialise. Voilà. Donc, je pense que c'est en plus à ce qu'on avait avant. D'accord. En tout cas, porter un foulard, un hijab ou même un abaya peut être beaucoup plus modeste et aussi décent quand on part dans un milieu professionnel. Mais malheureusement, cela n'a pas plu à tout le monde, même si de grandes marques comme Dolce & Gabbana ont eu à insérer ce genre de collection dans leurs habits. Ça n'a pas plu à tout le monde. Et il y a même eu des féministes qui ont eu à boycotter ces marques. Qu'est-ce que vous voyez des féministes, en tout cas des femmes? Il faudrait que ces femmes aussi savent que tout le monde ne veut pas porter des habits serrés, collés sur le corps et que les habits amples aussi, il y en a des femmes qui en veulent. Qu'est-ce que vous pensez de ces féministes qui ont eu à appeler au boycott de ces marques qui étaient en train d'amener des habits amples dans leur collection de vêtements? Ok, moi je pense que ça c'est très poussé pour dire que c'est du féminisme. Moi je pense que ce féminisme-là, il est je dis entre guillemets, un peu sale quoi. Parce que là ça pousse aux gens, même moi je peux voir ça comme même du racisme. Parce que nous tous, en fait, ce sont des femmes en fait. Maintenant, si la femme prend le choix de mettre le hijab, c'est son choix personnel. Et peut-être c'est sa religion qui lui a imposé, ok, mais c'est son choix personnel. Donc, si des féminismes, ils viennent et dire, ouais, c'est pas normal, je sais pas, pour imposer un style de vêtements qui sont habitués à ce qu'ils aiment, à eux-mêmes, ça contredit en fait le féminisme. Parce que le féminisme, normalement, c'est un peu la liberté en fait des femmes. Donc, normalement, une femme lambda d'un pays choisi comme ça, doit pouvoir avoir le choix de mettre le hijab ou pas. Ça, c'est une liberté d'expression. Donc, moi, je pense que ça, c'est controverse par rapport à leur lutte, à eux, les féministes, là, leur lutte, là. Moi, je pense que c'est controverse s'ils viennent à contredire le hijab. Et surtout s'attaquer à des femmes. Oui. C'est pas très logique à mon goût. C'est pas logique. D'accord. Alors, tout à l'heure à la présentation, nous savions que vous êtes diplômé en génie logiciel et en ingénierie des systèmes d'information. Alors, ce que je voulais savoir, comment est-ce que cette profession, je dirais, ce domaine d'expertise vous a aidé pour mettre en place votre projet? Et aussi, à vos débuts, est-ce que vous aviez eu des difficultés à trouver des clients en apportant une touche nouvelle à ce qu'on a l'habitude de voir? D'accord. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Si au début, j'ai eu du mal à avoir des clients, bon, moi, je pense que comme tout entrepreneur, au début, il y a toujours ce blocage parce qu'on débute, on ne sait pas encore le chemin qui nous attend. Donc, c'est très normal d'avoir ces lacunes-là. Et moi, voilà, j'étais dans la même situation. Au début, c'était seulement mes proches qui étaient mes principales clientes. Voilà. Mais après, on apprend, on essaie de faire des recherches sur comment faire vraiment de la vente en ligne. Et je vais enchaîner avec la première question. C'est
les réseaux sociaux qui m'ont beaucoup aidé. Parce que moi, le fait que je fais une formation en informatique, c'était parce que j'étais très intéressée par la technologie. Donc, c'est ça qui m'a poussée à faire la formation en informatique durant tout mon cursus là. Et cela m'a beaucoup aidé parce que je me suis très tôt habituée à utiliser les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, etc. Très tôt, j'ai utilisé ces réseaux-là. Donc, j'étais très habituée à cela. Et quand j'ai commencé à créer ma marque, j'ai commencé avec 30 000 francs. Et puis, j'ai acheté quelques tissus, j'ai fait des modèles, j'ai fait des shoots comme ça. Et puis, j'ai mis sur les réseaux sociaux, etc. Il y a les proches qui ont acheté et tout. Mais après des recherches, avec des recherches pour savoir comment vraiment les réseaux sociaux, comment cela fonctionne, j'ai commencé à développer le réseau social, surtout sur Instagram. Et puis, c'est comme ça où j'ai commencé à évoluer en vendant des hijabs et puis des habits pour les femmes voilées jusqu'à aujourd'hui. Et cela m'a beaucoup aidé. La technologie, ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant, je me rends compte que, en fait, les clients, ils n'ont plus le temps d'aller vers les marchés physiques pour faire leurs achats. Donc, maintenant, les gens, ils sont habitués aux achats en ligne. Donc, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, mon but, c'était tout focus sur, j'ai pas de boutique physique, j'ai pas encore de boutique physique. Donc, tous mes efforts étaient focus sur la boutique en ligne, sur Instagram. Et récemment, je suis partie sur TikTok. Donc, ça, c'est très important. En tout cas, les entrepreneurs, ils doivent vraiment miser sur la technologie. Ils doivent miser en premier lieu, sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. C'est ton porte d'entrée, en fait. Si tu fais des recherches pour savoir comment cela fonctionne, dès que tu sais comment l'algorithme, par exemple, d'Instagram fonctionne, ça y est. Tu fais tes posts, tu sais comment poster, tu sais quand, à quelle heure tu dois mettre en post Instagram, à quelle heure tu dois mettre tes stories, etc. Et ça, si tu le réussis, c'est bon. Après, tout se suit de façon naturelle. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et en parlant des technologies, nous allions un petit peu rebondir sur Omar. Alors, avec ce que Mam Baké a dit. Alors, Omar, avec la révolution du hijab, nous avions eu à voir qu'il y a eu beaucoup plus de création de contenu au niveau des femmes. Donc, comment est-ce que cela s'est influencé? Parce que maintenant, je pense que l'entrepreneuriat se fait n'importe comment et n'importe où, mais juste avec une touche d'innovation. Donc, on voit des filles sur les réseaux sociaux qui maintenant, avec la révolution du hijab, font des tutos sur comment se voiler, qu'est-ce qu'on doit porter, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, comment cette influence du hijab s'est mise et quelle a été, on va dire, l'opportunité ou l'avantage pour ces femmes de pouvoir se faire connaître. Merci beaucoup, Mbayang, pour cette question. Et merci beaucoup à notre chère entrepreneuse et le développement qu'elle a eu à faire aujourd'hui sur l'aspect de ce thème très important, particulièrement sur l'aspect de l'entrepreneuriat et le domaine mode et beauté et tout. Donc, il faut comprendre que actuellement, sans pour autant qu'on s'en rende compte, ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de nous influencer sur nos comportements. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien comment ça a évolué, au début, le format des vidéos, c'était un format peut-être cinéma ou bien un format paysage, et particulièrement sur Facebook, etc., et même sur Instagram. Mais il y a un réseau social qui a amené une autre tendance, c'est-à-dire le format qui va prendre tout l'écran, comme particulièrement TikTok. Donc, après l'avènement de TikTok, il y a tout l'écran. Maintenant, les vidéos vont prendre tout l'écran, et ça donne beaucoup plus d'expérience utilisateur. Les gens sont beaucoup plus focus sur les vidéos. Et à partir de ça, il y a Instagram qui s'est inspiré avec les Reels. Il y a aussi TikTok maintenant, Facebook qui adopte aussi les Reels. Donc, ce qui veut dire que c'est en fonction de l'évolution des réseaux sociaux et des besoins, particulièrement des expériences clients des utilisateurs, c'est comme ça que les influences sont en train de se faire. Et à travers ça, comme vous avez eu à le faire, et plusieurs marques et plusieurs domaines aussi ont eu à le faire sur la création de contenu, ils ont simplement surfé la vague qui est en train de passer. Comment? C'est-à-dire sur l'aspect, par exemple, de la mode. La création de contenu fonctionne comment? Au lieu de toujours, comme vous l'avez eu à faire, et j'ai eu à visiter votre page, et c'est très, très, très intéressant. Donc, au lieu de toujours poster des articles avec des prix, maintenant, ils sont dans la création de contenu. Pour que ce secteur soit beaucoup plus développé, pour que les gens beaucoup plus s'y imprègnent et que s'y intéressent, vous avez fait quoi? Vous avez rendu ce type d'habillement en mode et beauté
vous l'avez rendu carrément fier. Vous l'avez rendu comment que les gens vont commencer à être intéressés sur ces choses. À travers quoi? À travers des choses vraiment intéressantes sur les publications, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur comment s'habiller, comment bien s'habiller, comment utiliser la mode, comment utiliser les hijabs, etc. Donc, disons que la création de contenu est actuellement à la mode, ce qui pourra permettre, bien sûr, aux entreprises de se développer, à plus faire des ventes, à plus maîtriser leur clientèle et à plus avoir aussi un réseau illimité de clients à capter sur ces entreprises. Donc, disons que la technologie et le digital est un élément incontournable pour le développement de toutes les marques, toutes les entreprises et même de tous les concepts comme ce que vous défendez sur l'habillement des hijabs. Merci beaucoup, Omar. Alors, une autre question pour Mambaki. Concernant le hijab, donc, on a vu comment ça a évolué et que maintenant les gens osent, par exemple, porter un foulard avec une boucle d'oreille ou porter un foulard d'une différente façon. Et aussi, on se demande, est-ce qu'il y a, par exemple, différentes manières pour exprimer la personnalité et le style d'une personne à travers un foulard tout en restant décent? La réponse est oui et oui. D'autant plus qu'on le voit maintenant. Donc, chaque femme a sa manière de porter son hijab, n'est-ce pas? Maintenant, c'est vrai, il y a des gens, des savants qui disent qu'il y a le hijab qui est légiféré, etc. Mais en tout cas, ils font tout, en tout cas, pour que le visage et les mains ne soient pas couverts. À part ça, le reste du corps soit couvert. Maintenant, autour de ça, il y a différents styles de hijab qu'ils mettent. Par exemple, il y a les hijabs qui sont normales, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a aussi les khimars, les niqab. Il y en a même, il laisse que les yeux qui sont qui s'affichent, voilà. Mais en tout cas, le fait est que ça retient en fait du style de la personne. Mais il y a différents types de hijab qu'une personne peut porter pour tout simplement faire savoir son style, sa personnalité, etc. Et surtout aussi, il y a une chose qui est importante, c'est le hijab. La personne qui le met, elle doit être à l'aise avec ça. Donc, par rapport à cela, par exemple, si c'est en période de fraîcheur, on peut adopter certains types de hijab, comme le jersey, c'est-à-dire le coton comme ça, ou bien des matières qui sont assez lourdes, voilà. En période de chaleur, on peut adopter le hijab qui est un crêpe mousseline. Ça, c'est plus léger pour la chaleur, etc. Et il y a différents styles aussi pour chaque période de l'année. Ça aussi, c'est important. Parce que à la fin, le hijab, il faut le considérer juste comme l'habillement qu'on porte, en fait. Un accessoire. Voilà. C'est comme les habits qu'on porte, hein. Comme le mien d'aujourd'hui, ça en fait partie. Ouais. On peut dire. Voilà. Si c'est en période de fraîcheur, tu vas porter des habits qui sont lourds pour sortir. Et voilà, si tu as envie de bien t'habiller, tu peux mettre des talons ou bien des baskets tendance, etc. C'est la même chose en fait avec le hijab. Je sais pas, mais c'est exactement la même chose. D'accord. Voilà. Donc, considère tout simplement que c'était un accessoire et que c'est maintenant un accessoire très modernisé. Ouais. Alors, je voulais aussi que par-dessus tout, vous puissiez donner un conseil aux jeunes filles parce que maintenant, au Sénégal, et notamment dans les écoles primaires, collèges et autres, on voit beaucoup de filles porter le foulard. Non, d'habitude, les gens disent que oui, elle porte le foulard parce qu'elle n'a pas beaucoup de cheveux, elle porte le foulard, il y a la religion. En tout cas, il y a beaucoup de justifications. Et donc, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ces élèves, ces étudiants ou ces personnes qui entrent dans le domaine professionnel de le porter tout en n'offensant personne et en restant toujours correct? D'accord. Moi, je pense que ce sujet est assez large, mais je vais quand même essayer de restreindre. D'abord, ça part de l'intention. Pourquoi tu portes en fait le hijab? Ok, je suis une femme musulmane, donc je dois porter le hijab. Déjà, ça doit être clair. Maintenant, si toi, tu es convaincu que tu dois le porter, maintenant vient la manière de le porter. Après, les gens qui vont parler, c'est après en fait. D'abord, ça doit commencer par soi. Moi, je sais que je dois porter le hijab. Ok, je le porte. Maintenant, comment je dois le porter? Il y en a qui font le turban, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Il y en a qui font le hijab normal. Mais moi, je pense que c'est un processus. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir la bonne intention et de se dire que moi, je suis, par exemple, si tu es une femme musulmane, tu te dis, ok, moi, je dois porter le hijab. Maintenant, peut-être que je suis pas encore prête pour le faire de façon intégrale parce que, bon, différentes raisons, quoi.
Mais il y a un processus. Tu peux commencer par le turban et puis après, tu te dis, OK, par exemple, tu te dis, il y a le ramadan, tu mets le hijab complet. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi. Mais moi, je pense qu'il faut pas penser aux gens, ce qu'ils vont dire de toi. Le plus important, c'est d'abord de faire des recherches sur pourquoi la femme musulmane doit porter le hijab. Il faut faire beaucoup de recherches sur ça, comme ça, savoir le pourquoi on fait la chose. Et puis, si tout est OK de ce côté-là, maintenant, on fait des recherches comment on doit porter le hijab, etc. Maintenant, si on n'est vraiment pas prêt pour porter le hijab de façon intégrale, on peut mettre le turban et puis après attendre, on peut laisser passer le temps et quand on sera prêt, on met le hijab complet. Moi, j'ai pas ce problème de truc, mais en tout cas, la chose c'est que il faut pas laisser les autres, ce que les autres vont dire te perturber en fait. Et il faut aussi, il y a une chose, il faut aussi essayer d'avoir un entourage d'amis ou bien de la famille, des gens qui vont te pousser à faire bien les choses. Ça, c'est important parce que l'entourage, des fois, ça gâte en fait notre manière de faire, etc. Donc ça aussi, c'est important. Voilà. Donc, il faut savoir que l'accoutrement, que ce soit le hijab, les perruques ou autre chose, c'est tout d'abord une acceptation de soi et aussi de pouvoir s'affirmer à travers son accoutrement et son style. Alors, sur les conseils donnés aux jeunes, je voulais aussi parler de l'agencement des couleurs. Donc, on voit des femmes porter du hijab. Il y a en fait des couleurs fortes, je pense, des couleurs fortes, chaudes, et il y a aussi des couleurs légères. Donc, quand on porte des couleurs fortes, je pense que il faudrait agencer de telle sorte que tu ne sois pas considéré comme du ridicule parce qu'à un moment donné, quand même, ça en fait beaucoup et ça fait très, 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 très mal aux yeux. Donc, sur ce côté, le côté des couleurs, j'aurais bien aimé que tu en fasses un petit aperçu. D'accord. Bon, pour les couleurs, c'est vrai, hein, c'est ton choix personnel. Mais le conseil que je voudrais donner, c'est de pas opter pour des couleurs vives tout le temps. Parce que le hijab, ça doit être... le hijab, c'est la modestie, en fait. La modestie ne rime pas avec la vulgarité ni avec l'extravagance. Donc, du coup, on doit à chaque fois essayer de baisser le tempérament. Et ça, le choix de nos habits, le choix des couleurs de nos hijabs, ça intervient. Donc, il faut juste essayer de ne pas partir vers l'exagération, en fait, par rapport aux couleurs. Essayer de choisir des couleurs qui sont neutres, les beiges, marrons, noirs, etc. Ça dépend. Ça, c'est ton choix personnel, hein. Mais en tout cas, je conseille de pas aller vers l'excès concernant les couleurs. Voilà, surtout de ne pas choquer parce qu'il y a dans certains milieux professionnels, quand on en porte, quand même, ce n'est vraiment pas très bien, on va dire. Ce sont des choses à tenir en compte. Voilà, tout à fait. Alors, une dernière question quand même, peut-être une dernière ou avant-dernière. Les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes qui portent le hijab dans l'industrie de la mode sénégalaise. Ok. Donc, côté industrie de la mode sénégalaise, moi, je pense qu'au Sénégal, on n'a pas trop ce problème de stigmatisation côté mode sénégalaise. Peut-être c'est la psychologie. Peut-être de façon personnelle, par exemple, moi, je me dis que, ok, je vois tous mes amis qui mettent des perruques, qui s'habillent, leur façon de s'habiller me plaît, etc. Alors que ces amis-là, ils s'habillent de façon peut-être un peu sexy, etc. Alors que toi, tes convictions, tu te dis que tu dois porter le voile, etc. Du coup, ça peut être psychologique. Mais moi, je me dis que le truc, c'est que juste, il faut voir son entourage, revoir ses intentions, bien faire des recherches sur moi. C'est quoi, en fait, ma religion? C'est quoi, qu'est-ce que ma religion m'impose exactement? Et puis, aller surtout vers les fréquentations qui me poussent à faire les choses de la bonne manière. Voilà, moi, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, je pense que dans l'industrie de la mode sénégalaise, au lieu d'un défi, je vais dire que c'est une opportunité de porter cela parce qu'il y a des cultures africaines, ethniques surtout. Par exemple, les Peuls, eux, ils ont toujours le voile, le foulard avec eux. Il y a aussi des questions religieuses, mais il y a aussi, par exemple, des questions de santé, qui sait. Par exemple, des personnes qui sont dotées de cancer et autres, ils peuvent, au lieu de porter des perruques, peuvent porter le foulard et l'accoutrer à leur manière et que ça soit beau. Donc, de dire encore que l'accoutrement, c'est encore une acceptation de soi et que moi, en tout cas, je suis très ravie de voir la révolution du hijab parce que
à présent, les personnes, par exemple, qui avaient peur de le porter, à présent, peuvent le porter selon leur style, avec des pantalons, des par-dessus et autres, sans choquer personne et être surtout décente. Alors, Mamba Kedjai, avant de nous quitter, je voulais tout simplement vous demander un petit conseil que vous alliez lancer aux auditeurs de Téléécole, tous ceux qui nous suivent, ceux qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat, dans la mode, et voilà, de savoir un petit peu ce qui les attend ou de savoir comment est-ce qu'ils devraient se comporter pour pouvoir réussir dans ce domaine. D'accord. Déjà, je dis merci à Téléécole pour l'invitation. Et l'émission aussi, c'est hyper intéressant. Si on pouvait avoir plus de ce genre de concept au niveau de nos écrans, ce serait vraiment super. J'aime bien. Et pour le conseil par rapport aux entrepreneurs qui veulent entrer dans l'univers de la mode, là, c'est juste de se lancer. Hein. Il faut se lancer. Il faut savoir qu'est-ce que l'on veut réellement. Si on veut vraiment entreprendre, essayer de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat de façon générale. On peut pas savoir ça tant qu'on n'est pas rentré dedans. Mais essayer de savoir de façon générale c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi gérer une entreprise, etc. Maintenant, après ça, on se fixe des objectifs qui sont assez clairs par rapport à nous, ce qu'on veut faire, là où on veut partir. Ça, c'est important. Et puis après, je pense qu'il faut se lancer. Hein. Il faut se lancer avec les moyens du bord. Et puis, après, sur le chemin, tu vas te rendre compte que tu as besoin plus que de se lancer tout simplement. Parce que tu as besoin de peut-être de financement, de formation, etc. Et là, les différentes étapes vont se tracer et les différents steps, les différents niveaux vont commencer vraiment à s'éclaircir. Et toi, tu sauras quoi faire en prochain. Je pense que c'est ça, en fait. Il faut juste se lancer et essayer de faire des recherches sur ce qu'on veut vraiment faire. D'accord. Merci beaucoup, Mamba Kedjai. Donc, je rappelle que Mamba Kedjai est la fondatrice de la marque Suis Voilée est venue débattre avec nous sur le thème de la révolution du hijab. Omar, avant de pouvoir clore l'émission, est-ce que vous pouviez ajouter un petit mot quand même? Sur l'aspect de cette révolution de ces modes d'habillement, c'est important ce qu'elle est en train de faire. Parce que bon, quand on parle de liberté d'expression, on parle de démocratie, on parle aussi d'influence. Parce que chaque personne a la possibilité d'influencer à travers ses convictions, d'influencer à travers carrément sa vision sur les choses. Et il n'y a pas que vous sur les réseaux, il y a aussi d'autres qui prônent autre chose, comme la question dont vous avez souligné tout à l'heure, sur l'aspect des féminismes, entre guillemets, comme elle a eu à le dire. Vous voyez, donc, il faudrait simplement vous imposer sur ce que vous faites. Il faudrait ne pas avoir peur, il faudrait mettre en place des innovations, mettre en place des choses qui vont donner la confiance à ces personnes qui veulent entrer dans cette mode et qui ont peur de leur environnement, certainement. Et aussi, les réseaux sociaux nous influencent beaucoup sur notre mode d'habillement, nous influencent beaucoup sur notre manière de faire, parce qu'on se dit que si on ne fait pas ça, on ne fait pas partie de la société. Si on ne fait pas ça, on va nous regarder de tel bord et de tel bord. Donc, c'est important que les gens puissent, je leur conseille carrément de suivre des personnes comme Mambake, de suivre sa marque Suis Voilée, parce qu'elle est en train de recréer cette prise de conscience et cette prise de confiance des personnes à travers leur mode d'habillement, etc. Donc, en tout cas, c'est intéressant. Et de passage, je la félicite. J'ai eu à le connaître récemment, mais aussi sur ce que j'ai vu et entendu et ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle est vraiment dans le bon chemin pour pouvoir réaliser ses rêves, ses ambitions et imposer ses convictions et sa vision au niveau de son concept Suis Voilée. Merci beaucoup et merci beaucoup aussi à Téléécole. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai eu à visiter pas mal de plateaux, mais des plateaux uniquement 100% éducation. Et tout ce qu'on a eu à parler de ce matin jusqu'à cette heure-ci, vraiment, même moi, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Donc, quoi dire aussi des auditeurs qui sont en train d'écouter. En tout cas, c'est très intéressant et merci beaucoup. Merci et nous espérons aussi vous revoir. Donc, Omar Diaye est entrepreneur et agronome de formation. Merci aussi à Mamba Kedjai et à Amadou Lamine Diaye. Drôle de coïncidence parce qu'ils sont tous des Diaye. En tout cas, ils ont été très pertinents dans les thèmes. Nous avions eu à débattre sur l'agriculture avec l'agroécologie au Sénégal, avec la rubrique tech, avec l'émergence du développement web et aussi avec la révolution hijab avec Mamba Kedjai. En tout cas, merci beaucoup et merci à nos très fidèles auditeurs qui nous écoutent de partout.
La matinale éducative, c'est 100% éducation, comme il l'a dit, et c'est du lundi au vendredi de 10h à midi. Donc, retrouvez-nous du lundi au vendredi sur la 106.1 et bonne suite des programmes sur la télé-école. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.